Alors tout d'abord, la parole à Louis Delon. On en a beaucoup entendu parler parce que ce n'est pas la première réunion qu'il anime et auquel il participe, et on le remercie d'être venu ici à Givors. Louis, vous avez soutenu une thèse de doctorat en chimie sur les PFAS en 2005, c'était à l'université de Montpellier. Aujourd'hui, vous êtes maraîcher bio de l'autre côté, sur la même circonscription d'ailleurs, mais dans le pays de Lezon. Vous êtes adhérent à la Confédération paysanne et vous vous êtes lancé comme objectif d'alerter les citoyens sur la problématique des PFAS en tentant de vulgariser le sujet pour le rendre accessible au plus grand nombre. Alors si on suit d'ailleurs la presse quotidienne, en particulier nos collègues du Progrès qui sont représentés ce soir, merci les confrères, vous êtes un maraîcher en quête de science. La ville de Givors est ce soir donc pour vous une nouvelle étape dans votre campagne d'explication et de mise en éveil des populations. La parole vous appartient. Vous êtes chimiste, alors les perfluorés, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a un petit montage qui va être projeté en même temps. Donc le collectif Ozonocène, que je vous disais, donc, qui a trois missions. La première, c'est d'essayer de documenter un petit peu le sujet des PFAS, notamment en relation avec la situation qui nous touche ici dans le sud de Lyon. La deuxième, qui est d'essayer de... si on peut passer d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises, notamment au regard de la pollution qui nous concerne le plus ici, qui est la pollution de l'eau. Et puis le troisième qui vise à mener des actions pour améliorer l'état de la connaissance de la situation particulière du sud lyonnais, notamment au travers d'une campagne de prélèvement qu'on va réaliser avec l'Université de Montréal, donc un partenariat qu'on a mis en place avec un spécialiste du sujet. Prochaine slide. Alors, ce soir, on m'a demandé de vous expliquer ce que c'est qu'un PFAS. Je vais essayer d'être le plus didactique possible. L'idée aussi, c'est un sujet qui est très complexe, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par PFAS et ce que ça cache comme type de molécule. Et puis ensuite, je dirai quelques mots sur ce qu'on sait aujourd'hui sur le volet un peu plus sanitaire de ces molécules. Alors, PFAS, c'est un acronyme anglo-saxon qui est un petit peu barbare, qui veut dire Poly and Perfluoroalkylated Substances. En gros, c'est des molécules poly et perfluorées. C'est une famille de molécules qui est très large. Alors, il y a des rapports qui disent qu'il y a plus de 4700 molécules qui sont connues, d'autres 8000, d'autres 14 000. En fait, c'est beaucoup de molécules qui appartiennent à des catégories de familles chimiques très différentes, mais en réalité, des molécules qui sont fabriquées à l'échelle industrielle, en fait, quand on parle de 4700 molécules, c'est 4700 molécules référencées à travers les bases de données de la littérature scientifique. Des molécules qui sont produites à l'échelle industrielle, c'est probablement quelques centaines. Alors, j'ai mis le chiffre de 256 parce qu'en fait, ça, c'est un travail qui a été réalisé par Dupont de Nemours, donc forcément, on va être un petit peu prudent sur les chiffres, mais enfin, globalement, même si ce n'est pas exhaustif, on peut considérer que des molécules produites à l'échelle industrielle, c'est plutôt de l'ordre de la centaine, enfin de quelques centaines. Alors elles trouvent des applications dans tout un tas de domaines, c'est des domaines des produits du quotidien, ou des applications industrielles. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais peut-être les plus importantes, notamment les mousses anti-incendie. Ça, c'est vrai que c'est un très grand nombre de contaminations aujourd'hui. Là, j'ai représenté la carte qui avait été publiée par Le Monde ici. Bon, on ne la voit pas très bien, mais on voit qu'il y a beaucoup de points rouges. Ça, c'est une carte européenne. Et en fait, dans tous ces points rouges, c'est des points supposés ou connus qui sont contaminés par les PFAS. Et ces points-là, principalement, c'est soit des sites sur lesquels il y a eu des sites d'entraînement à l'extinction des feux liquides, donc du type de l'incendie du port Édouard Herriot qu'il y a eu dans les années 80, où en fait, pour éteindre des feux d'hydrocarbures, on ajoute des PFAS dans l'eau pour étouffer le feu, si vous voulez. Ça ne fonctionnerait pas si on n'avait que de l'eau. Donc on rajoute ce qu'on appelle un fluorosurfactant. Et ça, c'est une première source de contamination. Donc on retrouve notamment à proximité des aéroports avec des anciennes bases de sites militaires ou des anciennes bases de sites militaires. Et puis les deuxièmes, alors là, les deux exemples que j'ai donnés, c'est les contaminations les plus importantes. C'est autour de ces sites-là qu'on trouve des pollutions les plus importantes.
Le deuxième, c'est les usines de fabrication ou d'utilisation de molécules perfluorées. Donc ça peut être notamment les entreprises et les industries qui fabriquent des polymères fluorés, puisque pour faire des polymères fluorés, qui sont eux-mêmes des PFAS, c'est un petit peu compliqué mais je vous l'expliquerai, on utilise des molécules, donc des PFAS, dans le procédé de synthèse, et souvent ces molécules-là ensuite sont rejetées dans l'environnement. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé pendant des décennies. Alors, sur suivante. Alors, un PFAS, en fait, il faut bien comprendre que c'est une famille qui est très large. C'est très compliqué de dire aujourd'hui, enfin, de citer la famille comme un ensemble unique. En fait, c'est plein de sous-familles dans lesquelles on a à la fois des polymères. Donc, les polymères, c'est des matériaux. Hein, ça peut être des matériaux plastiques, ça peut être du caoutchouc, etc. Et des petites molécules. Alors, c'est des polymères, quand on parle de polymères fluorés, des polymères à très haute valeur ajoutée. Ça coûte beaucoup plus cher de faire un polymère fluoré que de faire un polymère classique. Donc en général, quand on fait ces polymères-là, c'est qu'il y a une application qui le justifie parce que les molécules ont des propriétés assez exceptionnelles. Ensuite, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein. C'est les différents types de polymères qu'on va pouvoir trouver. Donc ceux qui nous concernent ici, sur Lyon, dans le sud de Lyon, ça va plutôt être ce qu'on appelle les fluoropolymères, puisque en fait c'est le PTFE, le PVDF. Le PTFE, c'est ce que vous avez à la surface de votre poêle anti-adhésive. Donc ça, c'est un PFAS. Mais c'est un polymère, hein. C'est un matériau, donc il faut bien distinguer ça des petites molécules, c'est vraiment deux sujets différents. Par contre, pour faire le PTFE, on utilise des petites molécules. Le PVDF, c'est ce que fait Arkema aujourd'hui, hein, notamment dans son usine à Pierre-Bénite, et qui utilise également, dans le procédé de synthèse, des petites molécules. Ensuite, bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, il y a ce qu'on appelle les graisses perfluorées. Alors ça fait partie probablement, vous savez, quand on parle des PFAS, donc il y a une étude qui dit qu'il y a 90% des PFAS qui peuvent soit être substitués, donc remplacés, soit qui sont totalement inutiles, puisque bon, on en retrouve dans certains rouges à lèvres, on en retrouve dans certains fards à paupières, etc. Il y a évidemment tout un tas d'applications qui devraient être interdites, qui peuvent être interdites sans que ça cause de vrais dommages pour la population. Et puis il y a peut-être des applications qui sont un peu plus complexes, mais qui ne sont pas forcément les plus problématiques, pour ce qui est de l'interdiction ou de la restriction. Et puis il y a ce qu'on appelle les polymères greffés. Alors, les polymères greffés, c'est tout ce que vous allez trouver à la surface des textiles, de certains emballages alimentaires. Attention, ce n'est pas tous les emballages alimentaires, certains emballages alimentaires. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ça pour ces applications? Parce qu'en fait, les PFAS, enfin les chaînes fluorées, les chaînes perfluorées, ont une propriété assez unique, c'est qu'elles n'émettent ni l'eau ni l'huile. Et donc, quand on veut faire un produit qui est anti-tache, on peut enlever des PFAS et c'est parfait. Ou quand on veut faire un produit qui est hydrofuge, enfin qui résiste à l'eau, c'est pareil, les PFAS, ils sont assez magiques. Et ces polymères greffés, c'est quand même intéressant de comprendre qu'en fait, ils sont un petit peu différents des autres types de polymères, qui sont plutôt des polymères très stables, les deux premiers que je vous ai donnés, qui ne sont pas vraiment solubles dans l'eau, donc a priori, on n'a pas de raison, en tout cas, de les retrouver sur de longues distances dans les différentes matrices environnementales. Les polymères greffés, c'est un petit peu différent, parce qu'en se dégradant, elles peuvent donner des petites molécules. Donc là, et dans ces petites molécules, il ne faut pas retenir tous ces acronymes, c'est pas important. Il faut juste retenir que dans ces petites molécules, il y a deux types de molécules, donc des molécules perfluorées, je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple de ce que ça peut être, et puis, next slide, les molécules polyfluorées. Donc en fait, quand vous voyez PF quelque chose, PFOA, PFOS, PFN, etc., PF, ça veut dire perfluoré. Et perfluoré, ça veut dire que tous les hydrogènes sont remplacés par des fluors. Quand vous voyez FT, donc 6,2 FTS, 8,2 FTOH, 6,2 FTAB, ça c'est des molécules. En fait, quand vous allez regarder sur les analyses qui ont été réalisées par les autorités, vous allez retrouver tous ces acronymes. Le 6,2 FTS, c'est la molécule qui a été rejetée pendant très longtemps par Arkema. En fait, ces molécules, c'est ce qu'on appelle des fluorotélomères. Un fluorotélomère, c'est une molécule qui n'est pas entièrement fluorée, et qui, quand elle se dégrade, donne une molécule entièrement fluorée. Donc, vous voyez, il y a cette distinction, si vous voulez, ces molécules-là se dégradent très mal ou très peu. Celle-ci se dégrade, mais elle se dégrade en celle-ci. Vous voyez? Bon. Allez, next slide. Le slide suivant. Merci. Donc, maintenant, je vais essayer, c'est pas un cours de chimie, mais je vais vraiment essayer de vous montrer ce que ça peut être un PFAS. Donc ici, j'ai présenté, on appelle ça l'acide octanoïque. Vous voyez, c'est une chaîne, il y a des carbones, il y a des hydrogènes en bleu. Ça, c'est une molécule naturelle qui est présente dans le lait maternel de nombreux mammifères, dont l'homme. Maintenant, si vous pouvez appuyer, vous enlevez tous les hydrogènes et vous les remplacez par des fluors. Et là, vous avez ce qu'on appelle le PFOA, le C8. C'est la molécule qui est à l'origine du scandale
du pont de Nemours. Donc, pour ceux qui ont vu le film Darkwater, donc vous voyez, on enlève tous les hydrogènes, on met des fluors à la place, et en fait, c'est compliqué. Quand vous faites ça, vous créez une molécule qui est quasiment indestructible. C'est-à-dire que la liaison carbone-fluor, c'est la liaison simple, la plus forte de la chimie organique qu'on a réussi à créer. Donc là, on sait la former, mais on ne sait pas la défaire, en fait, si vous voulez, on ne sait pas la casser. Et le fait qu'il y ait une chaîne comme ça fluorée tout autour de cette chaîne carbonée fait qu'on ne sait pas non plus casser toutes les liaisons intermédiaires. Donc en fait, ce bloc-là, il faut le voir un peu comme une gaine protectrice, et il n'y a rien qui peut le dégrader, il n'y a rien qui peut le casser, sauf à l'incinérer à très haute température. Alors du coup, ça fait des molécules qui sont très stables, qui ne se dégradent pas. La chimie du vivant ne sait pas les dégrader, parce qu'en fait, elle n'a jamais été confrontée à ces molécules-là. C'est des molécules qu'on a, nous, fabriquées de façon totalement entropique. Et donc, comme elles ne se dégradent pas, ben, plus vous en rejetez dans l'environnement, plus elles vont s'accumuler. Donc elles vont être capables de migrer dans les différentes matrices, dans l'eau, dans l'air, etc., sur des très longues distances, parce que c'est des molécules qui sont solubles dans l'eau. Cette partie-là, c'est une partie qui est vraiment, comment dire, incassable, ça n'aime ni l'huile ni l'eau. D'ailleurs, il y a des molécules de PFAS, vous mettez de l'huile, vous mettez de l'eau, vous mettez le PFAS, ça fait une troisième phase. Parce qu'en fait, elle aime ni l'huile ni l'eau. Par contre, l'extrémité ici, là, ça donne de la solubilité, donc ces molécules-là deviennent solubles dans l'eau. Alors, slide suivante. Alors, la particularité de ces molécules, et c'est quand même aussi toute la problématique, c'est que même si on les retrouve en faible concentration dans l'environnement, à partir du moment où vous les ingérez, il va y avoir ce qu'on appelle de la bioaccumulation. Et la bioaccumulation, c'est deux choses. C'est d'abord de la bioconcentration. Ces molécules-là, vous avez beaucoup de mal à les excréter par les voies naturelles. Donc, à partir du moment où vous les ingérez, elles vont se stocker dans votre organisme, dans différents organes. Il y en a très peu qui vont être évacués. Donc, c'est des molécules qui ont une appétence particulière avec une protéine du plasma. Donc, en fait, elles vont se fixer à ces protéines-là. Et du coup, on va les retrouver stockées dans un certain nombre d'organes qui sont fortement vascularisés, donc le foie, les reins, etc. C'est la suivante. Et puis le deuxième facteur de bioaccumulation, c'est ce qu'on appelle la bioamplification. C'est au fait qu'à travers toute la chaîne alimentaire, celui qui est en bout de chaîne, il va récupérer la concentration qu'avaient absorbée toutes les espèces précédentes. Donc évidemment, nous, à la fin, c'est nous qu'on absorbe en plus. Si vous mangez beaucoup de poissons, par exemple, des poissons qui ont grandi dans une rivière qui a été contaminée, vous risquez d'ingérer une quantité non négligeable de PFAS. Alors, ça c'était un slide pour vous expliquer historiquement ce qui s'est passé. En fait, en 2000, il y a eu le scandale du pont de Nemours. À partir fin des années 90, à partir de ce scandale, on a quand même commencé à comprendre que les PFAS, en tout cas ceux qui étaient utilisés, ça pouvait être un problème. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelait des chaînes longues. Pourquoi est-ce qu'on les appelait chaînes longues? C'est juste en fait le nombre de carbone, donc les petits points bleus, c'est le nombre de carbone des molécules. Et en fait, ces molécules-là, elles étaient très bioaccumulables et on a rapidement, maintenant c'est quand même très très bien documenté, on sait que c'est des molécules qui ont une toxicité importante pour tout un tas de pathologies. Alors, à partir de 2006, il y a quelques entreprises, il y a 8 grandes entreprises, on commençait à sentir que ça ne sentait pas très bon cette histoire, donc les industriels ont dit, on va abandonner, on s'engage à abandonner ces molécules longues, et ils avaient dit, en 2015, on arrêtera totalement l'utilisation des molécules longues, et on passera exclusivement sur ce qu'on appelle des molécules de nouvelle génération, donc les chaînes courtes. En fait, c'est les mêmes que les anciennes, sauf qu'elles sont plus courtes. Vous voyez, la chaîne carbonée est plus petite. Et ces molécules de nouvelle génération, pourquoi est-ce que les industriels ont dit on va substituer les anciennes par les nouvelles? C'est parce qu'il semblait qu'elles avaient un profil moins bioaccumulable et moins toxique. Alors pour la bioaccumulation, c'est vrai. Il y a vraiment un facteur important en termes de bioaccumulation entre les chaînes longues et les chaînes courtes. Par contre, que ce soit les chaînes longues ou les chaînes courtes, elles sont toutes persistantes. C'est-à-dire que ce soit ces molécules-là ou celles-ci, en fait, elles ne se dégradent pas. Voilà. Donc plus vous les rejetez dans l'environnement, plus elles vont s'accumuler dans les différentes matrices, et plus elles vont migrer comme ça d'une matrice à l'autre. Alors ça, c'est un exemple de substitution, par exemple. Tout le monde connaît le Scotchgard. D'ailleurs, quand on voit les petits pictogrammes ici, on se demande encore pourquoi ce produit est autorisé. C'est ce que vous mettez sur vos tapis, sur vos canapés quand vous voulez les protéger contre les salissures, les choses comme ça. Donc,
à l'époque, c'était un produit dérivé, alors j'ai mis PFOS, ici, qui est à droite, qui est en haut. C'était un produit dérivé du PFOS. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous pouvez appuyer, ils l'ont substitué par ce qu'on appelle le PFBS. Donc vous voyez, c'était un C8, 8 carbone, 4 carbone, donc une molécule plus petite. On sait aujourd'hui que le PFBS, c'est pas top non plus. Alors, ça c'est très rapide, c'est juste pour vous montrer c'est quoi la différence entre un perfluoré et un polyfluoré. Un perfluoré, donc ça c'est le PFOS, c'est une des molécules les pires en quelque sorte, parce que c'est une des plus bioaccumulables. Donc ça c'est une molécule qui a été très utilisée par le passé, et vous voyez, si j'enlève 4 fluors ici sur les 2 derniers carbones et je les remplace par des hydrogènes, on obtient le 6,2-FTS. Donc le 6,2-FTS, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la molécule d'Archimon. Donc le PFOS a été dans de nombreuses applications remplacé par le 6,2-FTS, et notamment dans les mousses anti-incendie. Alors la particularité de cette molécule-là, c'est ce que je vous disais, celles-ci peuvent se dégrader. Next slide. Le fait que ici vous ayez des hydrogènes et pas des fluors, les bactéries vont pouvoir attaquer ça. Et en attaquant ça, next slide s'il vous plaît, elles vont se dégrader et elles vont former un perfluoré. Donc vous voyez, on enlève cette partie-là va sauter, il va y avoir une petite recombinaison, et on refait un perfluoré. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les PFAS, c'est une molécule très large, avec des perfluorés entièrement fluorés, des polyfluorés partiellement fluorés, mais in fine, on n'a que des perfluorés. C'est-à-dire que ça se dégrade, ça ne donne que des molécules qui sont persistantes. Alors, ici c'est le PFHXA, c'est la molécule qu'on retrouve principalement, majoritairement, dans l'eau du champ captant de Ternay. Et en fait, ça s'explique, alors en partie, pas exclusivement, mais en partie, parce que le 6,2-FTS, la molécule d'Archimon, elle se dégrade et elle donne cette molécule. Alors, la bioaccumulation, comment est-ce qu'on la mesure? On la mesure par le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est en fait si aujourd'hui vous ingérez 100 nanogrammes d'un PFAS quelconque, le temps de demi-vie, c'est le temps qu'il faudra pour que 50%, pour que vous éliminiez de votre organisme 50% de cette molécule. Donc, par exemple, si on prend le PFOA, la molécule du scandale du pont de Nemours, le temps de demi-vie, c'est 3 à 4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous buvez un verre d'eau, vous avez 100 nanogrammes de PFOA, et dans 3 à 4 ans, vous aurez encore 50% de cette quantité dans votre organisme. Si vous voulez l'éliminer totalement, en gros, il faut multiplier par 5. Ça veut dire que pour le PFOA, la quantité que vous absorbez aujourd'hui, pour l'éliminer totalement, il faudrait une vingtaine d'années. Alors, comment elle se caractérise la bioaccumulation? En fait, ça c'est une étude, donc l'étude Esteban qui a été publiée il y a quelques années maintenant, qui était une étude d'imprégnation de la population française au PFAS. Donc, ils avaient montré 2 choses. D'abord, c'est que toute la population en a dans son sang. Ils ont fait des prises de sang d'un millier de personnes, des petits, des personnes plus âgées. Ils ont constaté que tout le monde avait soit du PFOA, soit du PFOS dans le sang. Alors, à des concentrations très variables. Mais ils ont surtout montré une chose qui est quand même assez flagrante, c'est que plus on vieillissait, plus on en avait. Puisqu'en fait, pendant votre vie, vous êtes exposé de façon constante à ces molécules, et donc plus vous vieillissez, plus vous les accumulez, et donc plus on va en retrouver dans votre sang. Ça, c'est les effets connus sur la santé. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas les effets connus sur la santé de tous les PFAS. C'est un certain nombre de PFAS qui ont été très étudiés, dont on connaît maintenant relativement bien les effets toxiques. Mais en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que dans les effets connus sur la santé, il y a un certain nombre de cancers, il peut y avoir des problèmes de la thyroïde, et puis des maladies métaboliques, donc tout ce qui va être cholestérol, etc. Si vous pouvez appuyer. Alors pour le PFOA, par exemple, dans le cadre de l'étude du pont de Nemours, ils ont fait le lien entre une exposition prolongée sur le long terme au PFOA et un certain nombre de pathologies. Il faut quand même noter qu'à l'époque, le scandale du pont de Nemours, on était quand même loin des concentrations qu'on a, nous, ici, dans l'eau du champ captant de Ternay par rapport au PFOA, mais c'est ce qui avait été documenté. Par contre, il y a, si vous pouvez appuyer, plus récemment, courant des années 2010, donc une étude qui a quand même fait beaucoup de bruit, parce que cette étude-là révélait qu'une exposition même à très faible concentration, mais vraiment très très faible concentration, au PFOA ou alors à ces 3-4 analogues, pouvait induire, quand la mère était exposée à des concentrations même très faibles de ces molécules-là, pouvait induire chez l'enfant à naître une déficience de réponse vaccinale. C'est-à-dire qu'on vaccinait les enfants et on se rendait compte au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que la concentration d'anticorps dans l'organisme avait drastiquement chuté. Et pour certains enfants, on pouvait considérer que les gamins étaient plus vaccinés.
Vous m'entendez? Oui. Alors, l'affaire, elle a commencé en 2022, quand un reportage d'Envoyé spécial a révélé la pollution de perfluorés au niveau de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite. Et à l'époque, personne ne savait vraiment ce qu'était un perfluoré, peut-être Louis Delon. En tout cas, chez les élus, chez les citoyens, les journalistes, voilà, on découvrait un petit peu ce qu'était un perfluoré. Et donc, Martin Boudot, enfin en tout cas Envoyé spécial, nous annonçait que ces PFAS, il y en avait dans l'eau, dans le sol, dans l'air, et qu'ils avaient fait leurs propres analyses. Alors je précise que cette idée de chercher des PFAS autour de Pierre-Bénite, ils ne l'ont pas eu comme ça, ça ne tombait pas du ciel. Ils l'ont eu parce qu'en 2011, un rapport avait été publié par l'ANSES, qui est une agence gouvernementale, enfin une institution, voilà, qui avait publié un rapport qui déjà dénonçait la présence de ces PFAS autour de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite et qui pointait déjà la plateforme industrielle sur laquelle sont installés Arkema et Daikin. Et donc après cette révélation, je précise quand même qu'aujourd'hui en France, il y a peu de réglementations qui encadrent les PFAS. En tout cas, il y a certains PFAS qui sont réglementés, mais pas du tout toute la famille. Et que, à part la norme sur la qualité des eaux, qui doit être, qui est aujourd'hui appliquée, mais qui n'était pas à l'époque du documentaire, voilà, on n'avait pas beaucoup de cadres réglementaires, nous, journalistes, pour dire si on dépassait ou pas les normes. Et donc l'État s'est mis à faire beaucoup d'analyses, quasi tous les mois. On recevait, en tout cas, il fallait demander, mais on recevait des analyses, que ce soit dans l'eau superficielle, dans l'eau potable, ensuite on a eu les légumes, vous avez probablement entendu parler des œufs, etc. Et nous, quand on est journaliste, c'est un peu difficile de jauger de l'importance d'une pollution quand on n'a pas de normes pour s'y référer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à enquêter. On a voulu savoir est-ce que les industriels étaient au courant, est-ce que les autorités avaient agi, est-ce que les salariés étaient au courant, est-ce que les gens étaient concernés. Enfin, bon, voilà, tout un tas de questions qui émergeaient. Pendant un an, on a épluché tous les résultats d'analyse qu'on nous a envoyés. On a essayé de les comparer avec ce qui se passait à l'étranger, parce qu'il y a des pays qui sont bien mieux avancés que la France dans la réglementation des PFAS et la connaissance scientifique des PFAS. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau de 120 communes est concernée par cette pollution, que les taux de PFAS retrouvés sont parfois jusqu'à 3 fois au-dessus de la norme européenne qualité des eaux, que le sol de Pierre-Bénite est pollué, qu'il y en a dans les jardins partagés, qu'il y en a dans les légumes des jardins de Pierre-Bénite, qu'il y en a parfois dans le sol des écoles, qu'il y en a dans l'air, voilà, et parfois bien au-dessus de certaines normes qui sont appliquées au Danemark, en Suède, enfin voilà, dans d'autres pays européens. Et donc, en découvrant ça, on a voulu aller plus loin. On a fini par récupérer les tests sanguins des ouvriers de la plateforme industrielle et on s'est rendu compte qu'ils étaient très imprégnés par ces PFAS. Je lis mes chiffres, mais en moyenne, en 2008, les salariés Daikin avaient 400 fois plus de PFOA que la norme française et surtout 70 fois plus que le seuil d'alerte allemand, puisque en Allemagne, il existe un seuil d'alerte pour le PFOA en tout cas. Donc après ça, on a voulu aller encore plus loin. On a organisé des prélèvements sanguins d'un petit échantillon de riverains de Pierre-Bénite, dont j'en vois quelques-uns dans la salle. On les a fait analyser par un laboratoire indépendant et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi ces PFAS dans le sang des riverains. Alors c'est pas une surprise parce que, comme l'a dit Louis, on en a tous. Par contre, les riverains, ils avaient en moyenne 7 fois plus d'une certaine molécule que la moyenne française. Et cette molécule, le PFNA, c'est une des molécules utilisées par l'un des industriels. Donc, voilà, et ensuite, on a voulu savoir si c'était toxique. Donc, on a commencé par aller en Italie, où il y a eu un autre scandale lié au PFOA. D'ailleurs, il y a un procès qui est en cours. On a rencontré les médecins là-bas, qui nous ont expliqué un petit peu la toxicité de ces molécules.
Le PFOA, par exemple, est reconnu comme aujourd'hui une molécule toxique, il est cancérigène, il provoque tout un tas d'effets sur la santé qui sont très bien documentés. On a rencontré beaucoup d'experts internationaux sur le sujet, le professeur Borangean, le professeur Debout, enfin voilà, des gens qui avaient travaillé. Et quand j'entends aujourd'hui que la recherche scientifique sur les PFAS est balbutiante et qu'on n'a pas vraiment d'informations, ben, c'est pas vrai. L'information, il y a un nombre incalculable d'études sur les PFAS, en tout cas à l'étranger. Il y a plus de 800 effets sur la santé qui ont été étudiés, regardés, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que les PFAS sont toxiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est, enfin en tout cas pas pour toutes les molécules, c'est à quelle dose, dans le corps humain, dans l'eau, etc. Donc, on va dire que les seuils de toxicité, c'est encore flou. Par contre, voilà, on sait que les PFAS sont toxiques, pas tous, parce qu'on n'a pas le même niveau de recherche sur toutes les molécules. Enfin, quand même, en l'occurrence, celles qu'on retrouve dans l'eau chez nous, on a quand même pas mal d'infos dessus. Et par contre, il faut préciser que le risque, il est similaire à celui, on peut le comparer un petit peu au tabagisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des PFAS dans le corps qu'on va forcément tomber malade. C'est plus que un certain taux de PFAS dans le corps va provoquer un risque accru de développer certaines maladies. Et on parle de pollution, on peut parler de pollution aiguë, c'est-à-dire qu'on est exposé à un taux très élevé pendant un temps plutôt court, c'est le cas plutôt des ouvriers. Ou alors on parle d'exposition chronique, où là on est exposé à des taux plus faibles, mais par contre sur une durée de vie, sur une très très longue durée de vie, ce qui est probablement le cas des riverains, puisque l'eau on la boit depuis des dizaines et des dizaines d'années, et les PFAS, les industriels ont commencé à les utiliser en 1950 à peu près. Donc voilà, il faut ajouter que ces substances, elles se transmettent à l'enfant pendant la grossesse et ensuite par le lait maternel. Donc c'est un peu l'enjeu aujourd'hui et le questionnement qu'on... Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé mon documentaire « Un poison en héritage », parce que comme ils sont éternels dans l'environnement, on les laisse et on les transmet à nos enfants. Et puis, du coup, à la question aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a plusieurs associations qui ont porté plainte. Il y a des communes dont on attend, qui devraient s'associer et porter plainte également. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris il y a déjà un an, qui interdit à Arkema d'utiliser des PFAS à partir de 2024, enfin d'en rejeter dans l'eau en tout cas. Bon, quid de la question des rejets atmosphériques, puisque cela il continue, et que Daikin par exemple n'est pas soumis à cet arrêt préfectoral. Donc voilà, les entreprises ont installé, enfin Daikin avait déjà installé une station de filtration, Arkema a installé une station de filtration qui filtre 90%, enfin, c'est ce qu'ils disent, mais en tout cas voilà, qui filtre de manière assez efficace les rejets à queue. Par contre, voilà, la question de la dépollution à la fois des nappes phréatiques et des sols, il y a une question sur laquelle pour l'instant on n'a pas beaucoup de réponses. Et alors qu'on sait que cette pollution, elle est là pour de très très nombreuses années. On continue à boire évidemment l'eau du Rhône. Avant de vous dire ce qu'on fait, je vous propose un petit retour chronologique sur ce qu'on a fait. Pardon ? Ouais, c'est bon, hein ? Non, mais c'est bon ? Oui, donc, voilà, une chronologie sur les actions passées de générations futures. Donc, après, en 2021, notre ONG, avec d'autres ONG européennes, avait déjà publié un rapport sur les PFAS, mais au niveau européen. Parce que déjà, les commissions et le Parlement européen s'étaient un peu imprégnés de cette situation. Ensuite, donc, dans l'automne 2021, le journaliste Martin Boudot, donc, qui est à l'origine un peu de toute cette aventure, il nous a invités, de même bien livre à Pierre-Bénite, pour faire des prélèvements sur Pierre-Bénite et sur le Rhône, des prélèvements à queue. Et donc du coup on s'est joint à lui, et après ils nous ont demandé d'organiser donc le retour de l'émission en avant-première à la Maison d'Environnement le 10 mai 2022. C'est là qu'a éclaté un peu
le scandale. Donc, alors par la suite, on a décidé, donc, parce qu'en fait, on a trois niveaux. On a un niveau local, un niveau national, un niveau européen d'action. Donc on a décidé au niveau local d'essayer de mettre en place une sorte de collectif très élargi pour réagir très vite par rapport à cette pollution, pour marquer au moins une expression citoyenne qui soit relayée par la presse et qu'on montre aussi nos forces en présence en fait au niveau de la population. Donc on a fait 2 manifestations par la suite, une le 4 février, donc place Bellecour, puisque bon, avant il y en a une qui était organisée par Extinction Rebellion sur le site d'Arkema. Au début c'était un peu notre idée, donc ça a été fait, on est parti place Bellecour. Après c'était compliqué parce qu'on se trouvait aussi dans une période très mouvementée avec des grèves contre la réforme des retraites. Donc pour trouver un samedi clip, ça a été compliqué. Donc on a fait une le 4, une le 1er avril, pour accueillir un peu la nouvelle préfète et sensibiliser un peu le fait qu'il fallait agir rapidement sur ce sujet. Et là, vous verrez, on a quelques affiches qu'on avait éditées pour l'occasion. Donc voilà, donc par la suite, dans le même temps, notre ONG nationale elle avait publié en 2022, donc en mai 2022, un deuxième rapport spécifiquement sur Pierre Bénite, puis un troisième en janvier 2023, qui était un peu plus large sur les PFAS en France. Donc, il est documenté par rapport à des données qui sont officielles, c'est issu d'une base de données NIAD, que la mission d'extraction l'a confiée quand même à un ingénieur statisticien, parce que c'est compliqué, donc pour qu'il nous détecte un peu toutes les informations sur l'évolution de PFAS en France, documentées. Après, c'est très inégal. Donc à partir de là, on a fait une cartographie donc, des régions qui étaient polluées. On était surpris parce qu'il y en a certaines où il n'y a pas forcément d'industrie chimique, mais il y en a quand même. Ensuite, il y a eu le formidable travail des journalistes européens, des 17 rédactions européennes, qui a été coordonnée par la journaliste du Monde Stéphane Aurel, qui a pu aussi nous mettre des informations très précieuses sur les sites, les sites qui produisaient et qui sont censés évacuer leurs produits dans la nature. Au passage, je tiens à saluer quand même le travail des journalistes de France Télévisions et même la presse en général, bon, Émilie et la presse aussi lyonnaise, parce qu'on a eu quand même pas mal d'informations là-dessus. Donc merci à vous. Et donc je reviens donc sur... et donc alors après, avec ces 2 rapports-là, ça nous a permis de porter 3 plaintes contre X dans 3 régions. Alors les régions qui étaient... on savait qu'il y avait des productions de PFAS, comme la Bourgogne-Franche-Comté. C'est Tavaux, en fait, une grosse production de 6 FTS par Solvay. Et donc, il me semblait intéressant il y a des rejets là, aussi dans le Doubs, donc il fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Et plus curieusement dans les pays de Loire, parce que là, bon, il n'y a pas forcément d'entreprise, mais on a trouvé des résultats qui étaient quand même alarmants. Alors, dans les eaux de surface. Et la 3e région, donc c'est le nord, la région du Nord, les Hauts-de-France, avec une pollution dans l'Oise, là où on a fait des prélèvements dernièrement. Et donc là, par contre, c'est à Villers-Saint-Paul, et c'est l'industriel Chémour. Chémour, c'est un spin-off du Pont, et là, qui rejette du FTS, justement, en grande quantité dans l'Oise. On a détecté donc des niveaux à 3000 nanogrammes par litre. À la sortie de l'usine, à l'exutoire de l'usine. Voilà, après, on est parti sur des plaintes contre X. Alors après, il y en aura d'autres. On est parti sur un travail de longue haleine, comme tous autant qu'on est impliqués là-dedans autour de cette table. Et donc, on aura des informations à vous divulguer plus tard. Pour l'instant, on est encore dans les... On ne peut pas donner toutes les régions dans lesquelles on a déposé plainte. Alors, au préalable, on avait déjà demandé à toutes les DREAL de France, sauf la DREAL Rhône-Alpes,
Parce que l'Adréal Rhône-Alpes, elle renseignait quand même pas mal sur les analyses qu'elle rendait publiques depuis l'an dernier, en fait. Et par contre, les autres réals d'autres régions, là, par contre, il y a des lacunes qui sont énormes. Et du coup, on a écrit un courrier à toutes les réals pour que, justement, le niveau d'information soit égal pour tout le monde en France. On a une réponse, bon, on attend, on regarde un peu de temps en temps, mais ça évolue pas bien fort. Je pense que ça aussi, il y a peut-être un manque de moyens dans les réals pour réaliser ces études et puis les mettre publiques, et peut-être une question de volonté. Voilà, sinon, bon, nous, du côté Génération Future, on poursuit le combat. On va peut-être étoffer notre équipe, parce que bon, on a une équipe de permanents, qui est composée d'une scientifique, qui a été auditionnée d'ailleurs à l'Assemblée nationale le 5 avril 2023, là, dernièrement, justement sur cette question de PFAS, parce qu'elle est un peu spécialisée, donc elle a été reçue, donc elle a pu un peu déployer le plaidoyer de Génération Future. Et elle en a profité aussi pour demander au directeur de l'IGED qui était présent, le rapport, à l'époque, il y avait un rapport qui devait paraître de Barbara Pompili sur les PFAS, qui devait paraître en octobre 2022, qui n'est toujours pas là. Alors, avec un député, ils ont demandé un peu où ça en était. Et bon, le directeur de l'IGED, avec un petit sourire en coin, il a dit bon, c'est dans les tiroirs de Matignon. Donc, bon, on a dit. Bon, et c'est vrai que bizarrement, 15 jours après, il est apparu publiquement. Par ailleurs, l'État a rendu son rapport. Et du coup, si on lit bien le rapport, il n'a pas tenu compte des préconisations de ses services. C'est ce qui nous laisse un peu circonspect. Bon, voilà. Il y a un projet de loi qui a été aussi proposé par Nicolas Thierry, un député de Gironde, enfin qui est équilibré, voilà, donc, bon, qui a été un peu contesté. Le documentaire Vert de rage sort sur les écrans, c'est-à-dire qu'on apprend la problématique. Pourquoi on l'apprend? Ça nécessite que je revienne un petit peu sur les compétences métropolitaines du cycle de l'eau. C'est parce que nous n'avons pas, au niveau métropolitain, nous avons l'entièreté de la compétence cycle de l'eau, c'est-à-dire tout le cycle de l'eau potable, le service public de l'eau potable, le service public de l'assainissement. On a aussi la gestion des milieux aquatiques, la protection contre les inondations, et on développe des politiques comme la ville perméable, qui sont des politiques d'adaptation au changement climatique, pour aller vite. On n'a pas vocation à aller contrôler autre chose que ce qui transite par nos réseaux. C'est-à-dire que la métropole, elle a la police de l'assainissement. Elle a la capacité à aller contrôler tous les rejets industriels, domestiques, etc., qui transitent par ces réseaux d'assainissement. Elle n'a pas la compétence à aller contrôler les effluents, les rejets, notamment industriels, au milieu naturel. Donc elle n'a jamais eu connaissance, en fait, même si on savait qu'il y avait une activité chimique sur la vallée de la Chimie qui pouvait être très problématique. Nous, on était nouveaux élus en plus, hein. On arrivait à la métropole, en 2020. On n'avait pas du tout d'informations qui nous permettaient de penser, d'imaginer qu'on était face à une telle pollution et qu'on était à un épicentre de la pollution au perfluoré au sud de Lyon. Donc on apprend ça. Alors rappelez simplement que qui a la compétence de contrôler dans les rejets au milieu naturel, c'est la DREAL, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État. À la décharge des services déconcentrés de l'État, les moyens des services déconcentrés de l'État sont extrêmement faibles au regard de ce qu'ils ont réellement à contrôler. Néanmoins, la vallée de la Chimie est quand même une source de pollution chimique par excellence importante, et on estime que les moyens qui ont été mis sur le contrôle de ces entreprises ont été très insuffisants et dans la durée. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, on se dit, mais comment on va agir alors qu'on n'a pas les compétences pour agir? Donc on a agi sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, on a écrit à la Première ministre, on a écrit au ministre de l'Environnement, le président de la métropole a sollicité la préfète également pour demander l'arrêt des rejets d'Arkema. L'État a répondu
On sort progressivement des rejets jusqu'en 2024. Il y a eu un arrêté préfectoral qui imposait à Arkema de sortir progressivement de ses rejets jusqu'à donc la fin de l'année 2024. On n'était pas du tout satisfait, vous imaginez bien, par cette situation, dans la mesure où on estime que quand on a affaire à une pollution majeure de ce type-là, qui engage la santé publique, il y a une seule solution, c'est d'appliquer le principe de précaution et d'arrêter les pollutions à la source. Ce que n'a pas voulu souhaiter faire l'État, pour des raisons que je n'ai pas expliquées ici, mais qui peuvent s'entendre également. Donc nous, on a élu métropolitain, vice-président de la métropole, on s'est dit comment on met en œuvre donc toutes nos compétences, donc santé, environnement et eau, et agriculture également, puisque l'agriculture est concernée, pour arriver à mettre en place des réponses, des solutions, etc. Il y avait un premier point qui était important, et vous êtes vraiment sur un territoire concerné, c'est l'eau, puisqu'en fait, pour que les choses soient claires, 98% de l'eau aujourd'hui distribuée dans la métropole, hors Givors, Grigny, Solèze et Marcy-l'Étoile, provient du champ captant de Crépieux-Charny. Le champ captant de Crépieux-Charny, il est au nord de Lyon, dans une zone qui est donc vers le grand parc de Miribel-Jonage, pour ceux qui connaissent. C'est une eau de très grande qualité, puisée dans la nappe alluviale du Rhône, et qui ne présente pas de signes de pollution au perfluoré, même si on en trouve des traces néanmoins, depuis qu'on fait des recherches. C'est vraiment à l'état de traces, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut mesurer ici, dans le sud de Lyon, qui est alimenté par le captage de Ternay, qui est donc le captage du syndicat Rhône-Sud. Donc historiquement, ces communes-là n'étaient pas desservies par les réseaux de la métropole, elles étaient desservies par ce syndicat. Donc on achète en fait de l'eau en gros au syndicat pour alimenter ces communes en eau potable. Donc elles ne bénéficient pas de l'eau du champ captant de Crépieux-Charny. Donc quand on a découvert ça, on s'est mis à faire des analyses. C'est pas qu'on n'en faisait pas avant, mais comme ça ne figurait pas dans les substances contrôlées, ce qui définit les substances contrôlées, hein, c'est l'ARS, et l'ARS et les arrêtés ministériels qui nous demandent de contrôler un certain nombre de substances, et qui déclare que l'eau est potable, c'est l'ARS. En tant que service public de l'eau, c'est pas nous qui avons le pouvoir de déclarer que l'eau est potable ou non, c'est vraiment une compétence de l'ARS, de l'État. Et donc on a, nous, décidé, en tant que régie publique, puisque vous savez que la gestion de l'eau est passée en gestion publique dans la métropole depuis le 1er janvier 2023, on a décidé de multiplier les analyses sur la base de la directive européenne de 2020, directive sur l'eau, que les États membres ont jusqu'en 2026 pour traduire en droit national, que la France n'a pas traduit à ce jour, et qui précise effectivement quels sont les seuils autorisés pour la somme des vins perfluorés qui sont concernés donc, par la directive européenne. Les perfluorés les plus courants et les plus ciblés pour avoir un impact, les plus utilisés, les plus ciblés pour avoir un impact sur la santé. Mais les perfluorés, il y en a plus de 10 000. Hein. On parle de 14 000, on a capacité même de donner un nombre exact de perfluorés utilisés par la chimie aujourd'hui. Donc on s'est mis à faire des analyses trimestrielles, mensuelles, pour essayer d'améliorer la connaissance, de comprendre ce qui se passait. Et on a très vite contacté les présidents des autres syndicats de distribution d'eau potable pour se mettre ensemble autour de la table et essayer de réfléchir à la façon dont on allait pouvoir réagir et traiter cette problématique. Donc on a un comité de pilotage qui est composé de l'ensemble des syndicats et qui a essayé de travailler très rapidement sur des solutions techniques. Alors je ne vais pas vous rassurer, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de solution à court terme, dans le sens où toutes les solutions techniques qui sont à notre disposition et qu'on a travaillées sont des solutions de long terme. Il faut du temps pour les mettre en place. Je prends deux exemples parce que c'est quand même ceux-là qu'on a retenus a priori. C'est le changement des systèmes de filtration à l'usine Rhône-Sud avec un renouvellement à charbon actif permanent qui permettrait de filtrer l'eau, et l'alimentation en eau potable par le champ captant de Crépieux-Charny en faisant une extension du réseau. Donc on a fait toutes les études sur 2022
on a encore des choses à faire, mais on sait déjà même combien ça va coûter à la collectivité, 15 millions d'euros quand même. Et donc l'idée c'est de créer 10 km de réseau complexe, parce qu'il faut traverser le Rhône, etc., pour alimenter l'ensemble du territoire, mais seulement à 50%. C'est-à-dire que le diamètre des réseaux, puisque c'est une prolongation du réseau, ne permet pas de substituer complètement la ressource produite par le champ captant chez Crépy-Charmy. Elle permet simplement de diluer à 50%. Donc ça, il faut 3 ans pour le faire. Les charbons actifs, c'est pareil. Il faut 2 à 3 ans pour les mettre en place. Et c'est des changements de process dans l'usine, donc c'est extrêmement complexe. Et ça amène évidemment la question de qui paye. C'est-à-dire comment, parce que c'est pas aux collectivités de subir effectivement la pollution générée par les entreprises de la chimie, c'est pas aux agriculteurs de la subir dans leur production. Donc comment on fait pour appliquer le principe pollueur-payeur? Donc c'est aussi des questions qui nous ont beaucoup, qu'on travaille toujours d'ailleurs. Donc on a décidé de mettre en place une stratégie métropolitaine qui à la fois est une réflexion sur ce qu'on peut faire sur l'eau, à la fois ce qu'on peut faire sur le rejet des entreprises. On a mis un programme en place au Sans Toxique qui est soutenu par l'agence de l'eau, qui vise on a ciblé en fait 1000 ICPE, parce qu'on s'est aperçu quand même, on fait j'ai fait un raccourci, mais on fait des analyses tous les 15 jours maintenant sur l'ensemble de nos captages, et pas seulement sur les captages qui sont au sud et qui sont vers chez nous, dans les réservoirs de Grigny, Givors, etc. On en fait sur toute la nappe de l'Est également, et on a trouvé des perfluorés ailleurs, dans les puits de captage de l'Est lyonnais, donc assez loin d'Arkema. Donc il y a d'autres sources, évidemment, d'émissions de perfluorés. Donc il y a des captages aujourd'hui sur l'Est qui sont arrêtés à ce jour, parce qu'on ne distribue plus cette eau, qui était d'ailleurs polluée avec d'autres substances dont vous avez entendu parler, bien évidemment, qui sont des polluants agricoles, et notamment le chlorothalonil, on pourrait en parler parce que c'est des choses qui sont un peu similaires aux perfluorés. Donc on contrôle, on a décidé de contrôler, puisqu'on a la police de l'assainissement, 1000 entreprises ICPE, donc entreprises qui sont classées par rapport au risque qu'elles présentent sur l'environnement, et on va donc déployer un plan de contrôle, et on exige de ces entreprises, puisque notre rôle nous le permet, de mesurer les perfluorés dans leur projet. Donc on va avoir un impact fort à travers ce plan-là, pour pouvoir accompagner les entreprises à l'arrêt de rejet, à l'utilisation d'autres process, etc. Et puis, concernant les impacts sur la santé, on s'est dit comment faire pour essayer d'activer. Alors là, on dépasse même les compétences métropolitaines, puisque nos compétences ne nous portaient pas forcément à aller là-dessus, mais on s'est dit qu'il fallait vraiment avoir des actions volontaristes par rapport à cette problématique. Donc, on a contacté l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui est un institut qui a une reconnaissance académique importante, et qui a mené des études à Fos, vous savez, il y avait des pollutions extrêmement importantes, et qui donc va nous accompagner et va réaliser une étude intégrée sur tous les milieux et sur la santé. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser une étude environnementale qui démarre, qui a déjà démarré, avec des populations témoins, exposées et non exposées, pour avoir des points de comparaison. Il ne suffit pas en fait de faire des études d'imprégnation, c'est-à-dire quand on mesure le taux de perfluoré dans le sang, on a un indicateur sur le taux de perfluoré dans le sang. Mais de dire d'où ça vient, quelle est la source de la pollution, quelles sont les habitudes de la personne en fait, parce qu'on sait aussi que la première source de contamination c'est la cuisine, les emballages alimentaires notamment, les casseroles qu'on peut utiliser, etc. Donc ça c'est des sources de pollution très importantes. Donc il faut avoir une enquête très sérieuse du point de vue scientifique pour arriver à mesurer tout ça, et ça nécessite de faire vraiment un travail avec les personnes, les populations témoins qui vont être embarquées dans cette démarche scientifique pour arriver vraiment à mesurer comment elles ont été exposées, de quelle manière, et les différentes sources de transfert possibles, etc. etc. Donc ça c'est une étude qui a démarré, qui va se connecter avec un travail qu'on fait avec le CLARA, le Centre de cancérologie Rhône-Alpes. Le Centre de cancérologie Rhône-Alpes a une convention avec la métropole, et on les a interpellés
parce que comme le rappelait Émilie tout à l'heure, en fait il y a eu des tas d'études. Il y a eu des études à l'étranger, il y en a eu en France, il y a eu des études de l'INSERM, etc. Mais il n'y a jamais eu de compilation scientifique de l'ensemble de ces études. Donc on a demandé au CLARAC de nous faire une revue littéraire de toute la littérature scientifique des impacts sur la santé humaine des perfluorés. Ça on l'aura dans quelques mois, donc on va avoir des éléments complémentaires qui seront vraiment intéressants de ce point de vue-là. Et on a embarqué également le centre Léon Bérard, qui a créé une cohorte il y a quelques années sur le cancer du testicule, enfin le rapport entre pesticides et cancer du testicule, et ils ont encore tous les échantillons de la cohorte, donc ils nous ont proposé de faire le lien entre perfluoré et cancer du testicule, parce que c'est un des cancers qui est incriminé dans l'absorption des perfluorés. Donc une démarche vraiment appuyée sur le monde scientifique et médical, qui va nous permettre vraiment de contribuer à améliorer la connaissance et de pouvoir mettre en lumière un certain nombre de sujets, et notamment les origines de ces pollutions et ses conséquences. Ce que je voulais mentionner à ce stade-là, c'est que quand même, on a une petite musique sans arrêt qu'on retrouve dans un certain nombre de prises de parole, d'articles dans les médias, etc., qu'on ne sait pas, finalement on ne sait pas très bien, oui, ça a des impacts, mais on ne sait pas, il faut les mesurer, il faudrait... En fait, ça c'est vraiment un discours qui est fabriqué par les lobbies de la chimie. C'est la fabrique du doute. On a eu la même chose, je ferai le parallèle avec le climat et les énergies fossiles, c'est la même chose en fait. C'est le même type de processus où on essaye vraiment de taire les choses, de faire croire qu'on ne sait pas, alors qu'on sait très bien, puisqu'on sait que Dupont de Nemours, il y a des chercheurs américains qui ont sorti une étude le 1er juin aux États-Unis, qui ont fait une étude extrêmement poussée sur ce sujet-là, qui ont prouvé que Dupont de Nemours savait depuis les années 50 la toxicité des molécules qu'ils utilisaient. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais juste faire une mention, on fait aussi des recherches sur les réseaux d'assainissement, enfin sur les stations d'épuration, etc. Donc il y a des actions nationales qui sont en cours. Ça a été mentionné par Génération Future, donc le député Nicolas Thierry, député écologiste, a déposé un projet de loi sur l'interdiction des perfluorés. Il y a également une initiative européenne, puisqu'il y a 5 pays européens qui ont demandé, qui essayent de fédérer pour demander l'arrêt d'utilisation et l'interdiction des perfluorés. Et j'oublie juste un petit détail quand même. Compte tenu de l'impossibilité de dialoguer avec Arkema et en tout cas d'arriver à leur faire prendre une part de la responsabilité, la métropole est en train de mettre en place, enfin d'étudier une action judiciaire qui va donc être bientôt annoncée par le président de la métropole. On espère que les élus reviendront un peu dessus. Voilà, sinon, du côté de Génération Future, on va s'enquérir de la possibilité de débaucher un chimiste pour pouvoir étoffer notre équipe. Voilà. Et enfin, comme nous disait Émilie, le point de santé il est quand même très important, parce que tout le monde n'est pas à la même échelle. Si on prend un nourrisson, un enfant, un ado, une femme enceinte, on n'est pas à la même échelle qu'un deuxième ligne de rugby, par exemple. Alors, nous, on a toujours dans l'esprit que c'est la dose qui fait le poison et non la norme. Voilà, ce sera ma conclusion. Surtout d'avoir organisé ce temps d'échange et ce temps de parole. Je n'ai pas eu l'habitude de m'exprimer sur ce sujet publiquement. Je voulais saluer effectivement la présence des élus du conseil municipal de Givors, nombreux, c'est aussi un sujet qui nous préoccupe. Saluer la présence aussi de Guy Martinet, mon collègue de Var-sur-Rhône, et puis Christophe Bouvier de Chasse-sur-Rhône. Ils auraient pu être à mes côtés et dire à peu près ce que je vais dire là, et voire même compléter mes propos. Et puis, saluer aussi la présence du député de la 12e circonscription, Isaac Sibyl. Vous saluez parce que on est dans la 11e. C'est dire aussi que c'est un sujet qui préoccupe. Donc c'est la vallée du
sud lyonnais, et donc c'est quelque chose d'important sur lequel il faut tous ensemble nous battre. Pour répondre à votre question, d'abord je répondrai, alors c'est pas faire un pied de nez à Madame la vice-présidente, ben moi je ne sais pas, est-ce que l'eau du robinet elle est buvable? Vous dire ma position d'élu du maire que je suis, je ne sais pas. Si je regarde les normes, elles ne seraient pas buvables. Ça veut dire que je devrais dire à mes concitoyens, ne buvez pas cette eau. Si je regarde et je demande à l'État si elle est potable, l'État nous dit, elle est potable. Donc moi, l'élu que je suis, ce soir, va vous dire, il ne sait pas. Il ne sait pas quoi dire à ses concitoyens. Il ne faut pas croire que le maire que je suis a plus d'informations que vous les citoyens. En fait, on n'en a pas plus. Ça veut dire qu'on a découvert les choses tout comme vous dans la presse et dans les médias. Et ça nous est tombé dessus. Ensuite, avec des normes qui bougent complètement. Et après, excusez-moi, mais la chimie, j'étais pas très bon en chimie. Même si j'ai eu un cours express là ce soir avec vous, et je vous en remercie. Mais ça n'empêche que les normes, on contrôlait 2 PFAS, maintenant c'est 20. Ensuite, on sait qu'on en a entre 4000 et 7000, donc, voire même plus. Donc demain, donc au final, tout ça nous fait dire que, en fait, on n'est pas dans une situation facile, et voire même elle est très compliquée. Alors comment y répondre? Madame Anne Gros-Perrin, pour le compte de la métropole et pour le compte aussi de l'ensemble des collectivités des 59 communes que nous sommes au sein de la métropole, apporte effectivement un peu de réponse, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour nous tous. Donc, en même temps, l'élu que je suis, qu'est-ce que je vais aller dire à mes concitoyens, Givordines, pour leur dire, est-ce que je vous garantis votre santé? Ben non, je suis incapable de dire ça. Et je n'ai pas la compétence, en plus. Je n'ai pas cette compétence, déjà en matière d'eau potable, et je n'ai pas la compétence pour expliquer, pour apporter des réponses à mes concitoyens. C'est bien là tout le drame du maire que je suis. C'est de vous dire que dans quelle situation nous sommes. Christophe est là pour aussi en témoigner. Notre réalité, elle est là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise de conscience, et c'est ces temps-là, une prise de conscience de la part de l'ensemble de la société et des pouvoirs publics, hein, nous n'avancerons pas. Nous serons tout autant pollués et constamment pollués. Donc, sans être trop long et puis sans être pessimiste, hein, vous voyez, c'est pas là mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a su, avec le maire de Grigny, dès qu'on a eu au surlendemain du reportage, avec le maire de Grigny, on a fait un communiqué de presse et on a fait un courrier pour interpeller les autorités, et surtout, on a fait une chose, en tout cas moi c'est ce que je tiens à faire auprès de mes concitoyens, c'est d'informer en toute transparence les Givordins et les Givordines. C'est les informer, ça veut dire qu'ils ont le même niveau d'information que le mien. Et pour ça, pour nous, les élus de Givors, c'est très important. Et ce niveau d'information, par moment, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce qu'on ne vous le donne pas naturellement. Et puis, c'est de travailler avec nos partenaires. Donc, c'est aussi de travailler, donc à partir du moment où on a interpellé, effectivement, la préfecture on a fait des réunions en préfecture. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec la métropole. Notamment, on a eu des séances d'information, des séances de travail. Et là, pour le coup, je tiens à saluer la qualité du travail avec l'exécutif métropolitain, qui est l'eau est un sujet, et notamment sa vice-présidente qui se présente. Je tiens à saluer vraiment ses services et Madame la vice-présidente pour la qualité de la relation que nous avons et puis l'information qu'ils nous apportent. Parce que nous n'avons pas, je le redis encore une fois, ni la capacité, ni les moyens d'informer, de rechercher, notamment de faire des thèses, de faire des examens. Je n'ai pas ces moyens. Et donc, heureusement que nous sommes dans une métropole qui a pris le sujet à bras-le-corps. Et avec toutes les limites qu'a dit Madame Gros-Perrin,
Ça veut dire que les choses ne vont pas se faire d'un claquement de doigts, elles se font dans le temps, et puis elles coûtent énormément d'argent. Parce qu'après, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et pour le principe, et moi je partage le principe pollueur-payeur, avec plusieurs maires du sud de Lyonnais, nous regardons de près comment faire peut-être une plainte, mais peut-être que je vais m'adosser à la plainte de la métropole, on verra ça avec le président, mais ça fait partie des choses sur lesquelles que nous pouvons faire et sur lesquelles nous pouvons agir, nous, en tant qu'élus locaux, hein, de terrain, de proximité. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est aussi, avec le maire de Chasse, en décembre 22, on a demandé à la préfecture de tester les végétaux à Givors et à Chasse-sur-Eau. Parce qu'on pense qu'ils sont pas suffisamment testés, ou en tout cas de voir s'il y a de la pollution dans ces végétaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'eau, est-ce que les tomates de nos potagers sont polluées ou pas. Et donc c'est important de le savoir. Donc on a fait cette demande-là. Ensuite, il y a eu la demande du collectif et des différentes associations, vraiment, je renouvelle encore une fois, dans lequel les organisateurs de cette réunion nous ont demandé, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une réunion à Givors? Ça coule de source. On fera des réunions quand vous voulez, et Givors est grand ouvert pour cela. Je veux dire, c'est même pas une question. Vous n'avez même pas à me demander. Voilà. Vous prenez, les clés sont à vous, les salles sont à vous. Voilà. Faites, et c'est important d'informer. C'est vraiment important d'informer pour nous. Ensuite, on a participé à quoi à Givors? On a participé à la campagne sur l'analyse des œufs, organisée par l'ARS. Et je salue aussi les Givordins et les Givordines qui ont participé, parce qu'on a recueilli le plus grand nombre d'œufs de toutes les collectivités. Donc ça veut dire que c'est aussi une préoccupation de nos concitoyens. Et donc, voilà. En plus de ça, nous, au mois de mai, on avait offert des poules. Donc c'est à dire aussi. Donc voilà. Et tout ça, c'est pour nous, ce sont des petites actions qu'on peut faire à notre niveau, mais malheureusement, on n'a pas cette capacité à aller encore plus loin. Et l'autre chose auquel, et c'est la dernière chose, et j'en terminerai là, à laquelle on participe, c'est qu'au prochain conseil municipal qui aura lieu à la fin du mois, on va faire un vœu commun qui a été travaillé avec les communes du sud de Lyonnais. Donc ce vœu sera proposé au conseil municipal fin septembre. Donc, et on va continuer comme ça d'informer, d'alerter nos concitoyens. Et puis si on n'a pas les réponses d'une question de nos concitoyens, on va aller la chercher. C'est vous dire toute la limite de notre action d'élus de terrain. Et par moments, je ne cache pas que sur ces questions de PFAS, d'eau, d'air pollué aussi, parce qu'il y a la question d'air aussi, on est très très limité. Donc il nous faut jouer collectif, travailler tous ensemble pour pouvoir nous en sortir, parce que c'est pour moi notre seule porte de salut. En tout cas, j'espère que tous ensemble, on pourra faire avancer cette cause et puis faire en sorte que notre eau soit le moins polluée. Voilà. Et notre air aussi, et nos sols et tout cela. Voilà. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors effectivement, je ne suis pas le régional de l'étape, comme on dit, je viens de la montagne, du Mont du Lyonnais. Pour autant, il se trouve que je connais bien le quartier, puisque l'eau qui est pompée pour alimenter les 75 communes des Monts du Lyonnais, elle se trouve à moins de 500 mètres d'ici. Donc à Grigny, dans la nappe d'accompagnement du Rhône, où on pompe de l'eau naturellement potable. On a de la chance, ce n'est pas le cas de ceux qui la pompent juste en face, à Ternay, où là, il y a un traitement qui est obligatoire. Alors on m'a demandé d'expliquer un peu quel est le rôle des syndicats. Les syndicats, il en existe pour l'eau de plusieurs sortes.
Les premiers, ça a été déjà dit de nombreuses fois au terme de la soirée, c'est les syndicats de production. C'est le cas de Rhône Sud. C'est-à-dire qu'ils pompent de l'eau, ils la traitent et ils la revendent à d'autres syndicats, qui sont des syndicats de distribution. Et puis, il y a les syndicats comme le mien, qui font les deux, à la fois la production et à la fois la distribution. Alors pour vous dire, simplement, pour vous montrer la grandeur de la tâche, le syndicat des Monts du Lyonnais, c'est un syndicat de 2170 km de canalisation. C'est un syndicat qui a 24 stations de pompage, 62 réservoirs. On pompe l'eau ici à 155 mètres d'altitude et on la monte jusqu'à Viollet dans la Loire à 928 mètres d'altitude. Donc ça vous laisse découvrir l'ampleur de la tâche. Alors pourquoi on est venu pomper ici? Je ne vais pas refaire l'historique, ce serait très très long. Ça date de 1948 où des élus des Monts du Lyonnais se sont aperçus qu'il y avait très peu d'eau dans les Monts du Lyonnais. C'est des toutes petites sources et qu'on allait, si ce territoire voulait continuer à se développer, il fallait aller chercher l'eau ailleurs. On est d'abord allé voir à Feurs, à côté de Feurs, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de nappe d'accompagnement ou très faible. Donc on s'est tourné plutôt vers le Rhône. On a obtenu évidemment à l'époque toutes les autorisations, on a acheté les terrains, et depuis, le site est fait. Il existe une troisième sorte de syndicat, c'est le SMAR, pour le Rhône. Le SMAR, c'est le syndicat d'irrigation. Donc c'est l'eau qui est pompée pour être redistribuée aux agriculteurs. Alors qui ne va pas sur tout le Rhône, hein, qui va sur une partie. Ça a son importance parce que le SMAR, lui, pompe généralement l'eau directement dans le fleuve. Directement dans le fleuve, et c'est ce qui arrose les légumes, les fruits, etc. Ce qui explique peut-être, mais là, moi je ne suis pas compétent, mais Louis Delon pourrait le dire, ce qui explique peut-être pourquoi on retrouve à certains endroits plus de PFAS qu'à d'autres, dans les fruits, dans les légumes. Donc ça a aussi une importance, hein. Il faut bien voir qu'il y a les trois choses. Il existe entre les syndicats ce qu'on appelle des interconnexions, qui datent aussi et qu'on améliore, parce qu'on a tous la trouille, un jour, d'avoir une pollution quelque part, deux pompes qui tombent en panne en même temps, et de plus être capable de pomper à l'endroit où on pompe. Donc on demande aux voisins, est-ce que tu peux me vendre un peu d'eau, de façon à ce qu'on puisse distribuer. Pour la petite histoire, le syndicat des eaux du Mont du Lyonnais, si on ne pouvait plus pomper à Grigny, on est incapable de fournir la totalité des 15 000 m3 en moyenne, c'est ce qu'on pompe par jour, 15 000 m3 par jour. On n'est pas capable. On a une interconnexion avec Saône-Curdine du côté de Besnay-Libaud. On a une petite interconnexion avec Ampuis. On a une interconnexion évidemment avec Rhône Sud, puisqu'on est juste à côté. On a quelques interconnexions comme ça, mais évidemment, les syndicats disent je sers d'abord mes abonnés et après, je vous donne ce que je peux. Donc, dans les solutions qui sont préconisées, il y a peut-être quelque chose qui nous permettra de régler deux problèmes en même temps. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à Anne Roubirin, je suis intéressé. Je suis intéressé et je suis solidaire. Parce que aujourd'hui, je vous ai dit, nous, on a de la chance. Les normes qui sont en vigueur actuellement font que l'eau qu'on pompe, on est en dessous. Alors, on a eu deux ou trois analyses qui étaient au-dessus, mais globalement, on est toujours en dessous, et depuis quelque temps, on est tout le temps en dessous. Voilà, je pourrais dire, moi je m'occupe de mon truc, vous débrouillez-vous, mais on se doit de jouer la solidarité, et si on peut trouver des solutions, puis on n'est pas à l'abri qu'un jour ça me tombe dessus. Hein. Il faut aussi faire attention quand on gère des choses comme ça. Moi, j'ai découvert les PFAS grâce à Martin Boudot, et j'ai envie de remercier ces journalistes, comme Émilie d'ailleurs, qui font un travail remarquable, sont critiqués par certains élus qui trouvent que, ouais, ils chargent un peu quand même. Ouais, enfin, ils chargent un peu, mais moi, s'il n'y avait pas eu Martin Boudot, je ne savais même pas que ça existait, les PFAS. Donc, tu l'as dit aussi. C'est important qu'on ait ça. C'est des lanceurs d'alerte, en quelque part. Puis nous, on se saisit du sujet. Et évidemment, on se tourne vers l'ARS, parce que, comme l'a dit Anne, ou comme l'a dit le maire de Givors,
Qui est-ce qui définit si l'eau est potable? C'est l'ARS. C'est l'ARS. Des analyses, on en faisait déjà, mais pas sur les PFAS, parce qu'on n'avait aucune obligation, et je vous rappelle qu'on ne les connaissait pas. Les analyses, on en fait plusieurs par mois, et on analyse déjà 200 molécules. Alors les hydrocarbures, bien entendu, les pesticides, et c'est variable suivant l'endroit où on se trouve, c'est aussi l'ARS qui définit ce qu'on doit analyser. Et puis l'ARS elle-même va faire de façon inopinée, c'est bien normal, quelque part, en général ils vont dans la mairie ou dans une école, ils vont prendre de l'eau et ils vont faire leurs propres analyses, parce qu'eux pourraient toujours être accusés de trafiquer. Donc ils font leurs analyses, et c'est comme ça qu'on dit que l'eau est potable ou qu'elle n'est pas potable. Alors, je serais un peu plus optimiste que le maire Givors. Si on me pose la question de l'eau que l'on boit, moi si je regarde les normes, et si je regarde ce que me dit l'ARS, j'ai envie de dire, vous pouvez boire dans les monts du Lyonnais, vous pouvez boire l'eau tranquillement. Hein, mais voilà, après, je ne suis pas scientifique, sincèrement, les études, on doit se pencher dessus, et c'est plutôt, d'ailleurs, on devrait confier ça à des scientifiques, pas à des élus. On n'est pas formé pour... Moi, je ne suis pas capable de répondre, même si on m'écrit. Les explications de Louis Delon, ça fait déjà 2 fois que je les entends. J'ai du mal, je vous le dis, j'ai du mal. Mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, on voit ce qui se passe. Donc, il faut confier ça. Et on devrait, et ça a été rappelé, on devrait beaucoup plus faire confiance aux scientifiques. Enfin, les élus devraient faire plus confiance aux scientifiques. Si on l'avait fait pour le climat, on n'en serait pas où on en est actuellement. Parce que ça fait quand même 50 ans qu'on nous alerte. Voilà, donc nous, on a joué la transparence. On joue la transparence également avec les habitants des Monts du Lyonnais, qu'on informe régulièrement par des plaquettes, par différentes choses, parce que ça nous semble important de dire ce qui se passe. Voilà ce que je dirais un petit peu. Alors si, simplement les syndicats des eaux, par rapport puisque on m'avait demandé de définir un petit peu, Rhône Sud, vous voyez, que distribue à certaines communes, il y a une grosse difficulté, c'est que les syndicats des eaux ne correspondent absolument pas au périmètre des communautés de communes, des agglomérations ou des métropoles. C'est toujours, il y a 2 communes qui sont d'un côté, 2 communes qui sont de l'autre. Moi, pour vous dire, 75 communes, c'est à cheval sur le département de la Loire et du Rhône. Il y a 2 agences de l'eau, parce qu'il y a la ligne de partage des eaux qui passe là au milieu, donc qui ne disent pas forcément les mêmes choses. Hein. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Il y a 5 députés qui sont concernés par le syndicat des eaux des Monts du Lyonnais. Alors certains pour une seule commune, d'autres pour une dizaine. Donc ça complexifie la chose. Et pour vous dire, véritablement, quand j'ai découvert ça, c'est un peu quelque chose qui m'est tombé sur la tête, puisque on parle beaucoup des fuites sur les colonnes d'eau. Nous, pour un territoire rural, ça va vous faire bondir, mais on est à 28% de perte, ce qui est une très bonne... ce qui est très bien. Mais on avait décidé de mettre le paquet là-dessus. Et c'est ce qu'on fait actuellement. J'espère simplement qu'on ne sera pas obligé d'investir des millions dans une usine où il faudrait mettre des charbons actifs pour traiter des perfluorés dont on est pour rien, et comme ça a été dit, pollueur-payeur. Enfin, à un moment, ça va bien, hein, c'est bien de faire des lois, faut-il les faire appliquer derrière, parce que... et alors en plus, l'eau, c'est pire que ça, parce que on arrive avec d'autres sujets, à mettre de l'argent, tirer des subventions. L'eau, il n'y a pas de subvention, ou quasiment pas. Et c'est l'abonné qui paye intégralement. On n'a pas le droit de mélanger ça avec un autre budget. L'eau paye l'eau, on dit souvent. Donc si on fait une usine qui coûte 10 millions, hein, parce que c'est ce qui nous avait été annoncé quand on a sorti ce truc-là, on a dit, bah, si vous faire une usine, ça va vous coûter 10 millions. 10 millions, c'est pas rien. Hein, même si on a un budget d'une quinzaine de millions par an, on consacre actuellement 5 millions d'euros par an pour changer des tuyaux, renouveler des tuyaux. Ce qui est beaucoup. On est à plus de 1%, ce qui est plutôt bien par rapport aux autres. Faut toujours raison garder. Hein. On peut dire, je suis le meilleur. Ouais, non, je ne suis pas le meilleur, je devrais faire mieux encore. Donc, on a mis, dans le nouveau contrat qu'on a avec Suez, on a mis mais vraiment le paquet sur la recherche de fuite. On a 3 chercheurs de fuite à plein temps.
Et ils ne réparent pas, ils font que chercher cela. Et d'autres qui réparent après. Donc normalement on devra en trouver et réduire nos pertes, ce qui est quand même, par les temps qui courent, quelque chose d'important. Et j'espère sincèrement qu'on ne sera pas obligé de mettre de l'argent ailleurs ou d'augmenter. Et je l'avais eu l'occasion de le dire à Émilie, je crois. Moi je ne trouverais pas normal que l'abonné paye les bêtises des autres. C'est pas normal. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez tous là, parce que ça montre aussi qu'on est soutenu et qu'on peut peut-être compter sur vous pour essayer de mettre un peu de pression. Mais les gens qui ont pollué dans le cas présent, c'est pas des enfants de cœur, hein. On va pas dire demain matin, bon, je fais une bêtise, je paye, il n'y a pas de souci. Non, ça va pas se passer comme ça et ça va durer un certain temps. Voilà. Voilà, mais il y en a beaucoup, hein. Alors, est-ce que, étant donné qu'aucun règlement n'existe sur le rejet des perfluorés, sur quel point peut-on attaquer Arkema? Et est-ce qu'on peut l'attaquer? Donc ça, c'est peut-être une question pour Denis. Alors, je veux bien répondre d'ailleurs. Arkema est attaqué, j'en ai parlé dans mon intervention, et le président fait de la ronde. Donc, comme j'ai été présenté, je suis aussi partie de la sauvegarde des communes du Lyonnais. Je suis vice-président du comité local. Hein, c'est une association qui est basée sur des comités locaux d'une quinzaine de communes et d'autres collèges avec des associations, et qui se bat également pour toute atteinte à l'environnement dans les monts du Lyonnais. Donc, étant donné que, comme on l'a dit, nos eaux, nos irrigations, est imprégné de PFAS, donc en Assemblée Générale, en juin, on s'est lié on s'est porté droit garant avec le référé pénal environnemental qui a été porté par notre référatus contre Arkema, justement, pour mise en danger de la nature et de pollution des eaux. Voilà pour une action juridique. Je ne sais pas si quelqu'un en a. S'il y a des actions au niveau des collectivités, peut-être? Oui, on a fait il n'y a pas très longtemps une réunion avec le maire de Pierre-Bénite et puis tous les maires du sud de Lyonnais. Et notamment, on a rencontré un cabinet d'avocats en fait, pour faire une action commune contre Arkema. Alors après, chaque conseil municipal doit prendre la décision sur sa capacité à agir ou pas, mais en tout cas, il y a ce type de démarche. Pardon, excusez-moi. Il y a ce type de démarches qui ont été initiées, notamment avec les élus de Lyonnais. Et puis, il y a aussi, c'est des choses que nous discutions avec aussi la métropole. Donc, je laisse le soin de l'annonce, en tout cas, à un coopérateur de le faire, mais ça faisait un moment, on tourne autour du pot, en tout cas, de voir avec nos services juridiques sur quelle base juridique on pouvait attaquer, notamment Arkema, mais je voudrais juste faire cette petite parenthèse, c'est pas parce qu'on attaque Arkema qu'on va gagner. Je veux dire, le combat face à ce type de pollueur, il est très 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 long en même. Voilà, mais je laisse, les juristes spécialistes en dire des mots, mais moi j'ai pas cette capacité-là. C'est exactement pour cette raison que la métropole n'a pas engagé immédiatement une procédure judiciaire, parce qu'elle souhaitait appuyer ça sur une étude juridique de ses services juridiques. On a la chance effectivement d'avoir des services juridiques à la métropole importants, hein, puisqu'on est une très grosse collectivité. Et donc ils ont fait un travail pointu sur les leviers juridiques qui étaient à notre disposition. L'objectif, c'est que si on s'engage dans une procédure comme ça, c'est pas juste de l'annoncer, c'est quand même d'essayer de la gagner. Donc il fallait s'appuyer sur quelque chose de sérieux, et donc le président de la métropole, hein, je vous l'ai évoqué en primeur, mais le président de la métropole fera une annonce sans doute la semaine prochaine pour expliquer ce que la métropole va faire dans ce domaine. Merci. Denis, une question subsidiaire, notamment sur notre affaire à tous. Il me semble que notre affaire à tous n'attaque pas Arkema, mais attaquerait plutôt plein de comptes X ou contre l'État. Non, il y avait un truc dans le genre. Comment c'est Arkema? C'est Arkema, oui. Donc il y a eu des changements de stratégie. Il y a une cinquantaine de requérants individuels, plus 12 associations qui sont liées à ce référé.
Merci. Alors une question, puisqu'on parle d'Arkema, on reviendra sur les communes et des actions juridiques possibles, et puis sur l'État aussi. Et une question sur les ouvriers des usines, donc d'Arkema, d'Enkin. Il y en a certains qui ont d'ailleurs manifesté, Pierre Bénite ou autres. Sont-ils organisés pour obtenir des mesures? Alors est-ce que vous avez contacté, par exemple, les sections syndicales de ces entreprises pour savoir ce qu'ils faisaient, comment ils agissaient? Alors, moi j'ai été contacté, parce que je suis aussi membre de la CFDT depuis longtemps, donc on a une section Arkema qui est plus dans le tertiaire, qui est plus dans le tertiaire, une section syndicale. J'ai quand même rencontré quelqu'un qui était au cœur de l'usine, notre représentante, et on n'arrive pas à savoir vraiment. Je pense qu'il y a une chape de plomb un peu au niveau de la direction, puis même des salariés, on n'arrive pas à... Ils nous écoutent, mais si vous voulez, on a du mal à savoir vraiment... Je pense qu'il y a des mesures qui sont prises dans l'entreprise, d'ailleurs, peut-être que Jean Chambon, que je vois là, pour en parler, mais... bon, après, il y a eu des mesures sanitaires, il me semble, oui, enfin des mesures de contrôle des employés, à mon avis. En fait, depuis des années, Arkema et Daikin d'ailleurs contrôlent, ça s'appelle du biomonitoring, contrôlent la présence de ces PFAS dans le sang des salariés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les infos qu'on a révélées dans le documentaire. Au-delà de ça, ils sont très imprégnés. Au-delà de ça, il n'y a pas de mesures, à ma connaissance, en tout cas, Arkema ni Daikin n'ont pas communiqué sur des mesures sanitaires prises par rapport à leurs salariés. Et je confirme que sur les salariés, et même avec les organisations syndicales, il n'y a pas de communication avec les médias. Alors on a la chance d'avoir dans la salle un salarié d'Arkema, Jean Chambon. Non, je suis pas salarié d'Arkema, moi. Je représente le Capipsol, c'est une association qui s'est montée il y a 1 an, suite à la révélation de Martin Boudot sur la production industrielle qu'on connaît. Donc on a veillé, nous, c'est un ensemble d'associations qui travaillent ensemble, on coordonne. On a veillé en permanence à avoir des contacts avec les syndicats. Le plus simple pour nous, c'était la CGT, parce qu'on se connaissait, on se côtoie sur la ville de Pierre-Bénite. Ce qu'on a eu, c'est... ils ont participé à la première réunion publique qu'on a eue à Pierre-Bénite au mois de novembre l'an passé. Ils nous ont expliqué, et ils sont confrontés à un problème, c'est une très forte pression de la direction sur l'emploi, c'est-à-dire, en gros, taisez-vous, vous avez du boulot, vous avez un salaire, si on ne peut pas utiliser, parce qu'ils ne produisent pas des PFAS, à Pierre-Bénite, ils utilisent le PFAS. Si on ne peut pas les utiliser, nous c'est simple, on ferme la porte. C'est le chantage en permanence. Mais en même temps, il y a des salariés qui sont exposés et qui aussi s'inquiètent. Et on n'a pas actuellement, du point de vue syndical, tel que je le vis et tel qu'on me le rapporte et tel qu'on me le dit, on n'a pas encore pris, il n'y a pas encore les décisions nécessaires qui ont été prises, notamment, nous on pousse sur l'idée de faire une expertise, faire une expertise par un cabinet extérieur qui montre que la production et l'utilisation des PFAS est dangereuse pour la santé des salariés. Dans ce cas-là, quand c'est démontré, il y a obligation d'arrêter la production. Voilà, c'est pour ça que moi je reviens sur un point. Moi il me semble dans le débat, j'écoute, c'est vrai qu'en 1 an et demi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est considérable. Mais je suis d'accord avec l'idée de certains qui nous disent on ne sait pas, mais tout le monde est touché, il y en a partout, même au pôle Nord. À la limite, quand on écoute tout le monde, c'est difficile de faire quelque chose. Moi, il nous semble à nous que la responsabilité de l'État est engagée. Les communes, la métropole, les conseils départementaux, quand ils sont confrontés à ce genre de pollution industrielle, ils ne peuvent pas faire face tout seuls. Il y a besoin de décisions politiques, et il y en a une qui est évidente. Alors je sais que le député de la 12e circonscription, comme si elle vient, je ne vais pas voter pour lui, mais comme c'est mon député, lui il veut repousser l'interdiction des PFAS. Moi je suis d'accord avec les 5 pays européens, et ce qui monte dans la population, il faut
interdire l'utilisation des PFAS, et ça devient urgent. Alors, ça ne réglera pas le problème des nappes phréatiques qui sont polluées, des légumes qui sont pollués. Louis Delon l'a très bien expliqué. C'est indestructible, hein, pour l'instant. On n'a pas trouvé comment les détruire. Donc ça ne règle pas le problème de la dépollution. Mais au moins, on n'aggrave plus. On n'aggrave plus. Le problème, là, quand on va, Arkema, il va jusqu'à 31 décembre 2024, l'utilisation des PFAS, il continue à aggraver, il continue à rejeter des produits aqueux dans la nappe phréatique ou dans le Rhône. Voyez. Donc, nous, on pense que ça, c'est pas possible. Le deuxième point, la responsabilité de l'État, moi, je crois que c'est dans le domaine de la santé. Parce que c'est pas possible. On sait, toutes les études, elles le montrent, c'est dangereux pour la santé, il y a des risques pour la santé. Moi, j'utilise le terme de risque, ça veut dire que c'est pas chacun qui est exposé ou contaminé par les PFAS qui va tomber malade. Mais le risque, il augmente, c'est comme le tabac. Le tabac, vous fumez, vous ne tombez pas systématiquement malade. Par contre, vous augmentez les risques de tomber malade. Et c'est ce qui se passe avec les PFAS. Or, on n'a pas encore eu de décision de la part du ministère de la Santé, pourtant on l'a interpellé, et le Premier ministre, et le ministre de la Santé, et le ministre de la Transition écologique, pour qu'il ait déclenché une étude épidémiologique, c'est une chose, mais surtout une campagne de prélèvement sanguin. Et moi, on est heureux, nous, quand on a appris, ça faisait partie des deux grands axes de préconisation avec celui sur la recherche par rapport à la dépollution, mais ça faisait partie des deux grands axes pour pousser, justement, parce qu'on pense qu'on est devant un scandale sanitaire majeur. Et il y a des gens qui disent, mais je jamais, écoutez, sur le marché de Pervénine, je rencontre une dame, elle a 78 ans, je parle des PFAS, alors je ne vous dis pas, bon. Mais elle a retenu l'entreprise à nommer du poison. Mais elle me dit, pour l'instant, ça fait 50 ans que je suis là, j'ai jamais été malade. Puis heureusement qu'il y avait sa fille à côté, elle a dit, oui, mais tu as déjà 2 cancers, tu as déjà eu 2 cancers. Alors je ne dis pas que c'est des PFAS, je ne dis pas que c'est des PFAS l'origine des cancers. Mais c'est pour dire la réaction des gens que tu manges. Et c'est très dangereux. Donc moi, nous, on se bat vraiment, on est tout à fait d'accord avec la métropole sur la campagne qui a été lancée avec l'Institut éco-citoyen de Fos, qu'on a même rencontré, hein, et qui nous a rassurés sur... Par contre, vous voyez, on apprend en même temps qu'il y a des maires de droite, je m'excuse qu'on les qualifie comme ça, ils sont comme ça pour moi, qui décident de faire une campagne de prélèvement sanguin et qui se permettent pour faire ça d'aller chercher de l'argent, demander de l'argent public, alors qu'en même temps il y a une campagne qui est lancée par les métropoles. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça tourne pas rond là, où on appuie tous la métropole, et d'autant plus que, d'autant plus que le budget n'est pas bouclé au niveau de l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Merci. On va encore prendre des questions. On a fait un peu une petite entorse parce que c'est des questions des salariés d'Arkema, mais normalement on prend des questions comme ça pour permettre au maximum de questions. Mohamed. Je disais que j'ai participé à cette réunion à la mairie de Pierre-Bénite effectivement ils nous ont présenté un laboratoire pour nous proposer en fait de faire des mesures, des prises de sang sur une cohorte de 1000 personnes sur 3 ans, et en fait en disant que cette étude irait plus vite que potentiellement l'étude de la métropole. Mais simplement, je veux dire, ce qui a retenu les élus, et l'élu que je suis, peu importe, à la limite, nous l'intérêt c'est que qu'il y ait des mesures, et ça coûte 300 000 € par an. Donc je ne vois pas quelle est la collectivité qui est en mesure de payer 300 000 € par an. Donc au final, je pense que la proposition est bornée. Au moment où elle a été posée, on a un laboratoire qui par la même occasion, ce laboratoire, ces analyses ne seront pas validées par l'ARS ou bien reconnues par l'État et la métropole. Donc, je pense qu'il faut travailler de concert tous ensemble. Ce que fait la métropole, de mon point de vue, est la meilleure solution, en lien avec l'ARS, pour que les données recueillies soient validées par tout le monde, au plus haut sommet de l'État. Donc à partir de là, dès qu'elles seront
validé, donc on saura où on va. Tandis que effectivement, il y a un laboratoire, c'est un laboratoire lyonnais, je ne doute pas que la compétence qu'ils nous ont présentée était très bien, mais simplement, ils n'avaient pas l'aval de l'ARS et pas l'aval, il n'y avait pas le process scientifique validé par tout le monde. Donc à partir de là, c'était 300 000 € par an pendant 3 ans. Donc vous imaginez ce coût, aller trouver 900 000 € pour faire cette étude-là. Je pense que bon, voilà, il y a peu de collectivités qui étaient en mesure de payer. C'est quelque chose que j'entends souvent et qui m'agace un peu. Arkema produit des PFAS. Ils en utilisent et ils en produisent. Le PVDF, qui est leur produit, Louis est à côté de moi, il pourra confirmer, le PVDF est un PFAS. Après, c'est pas celui qui pose problème, c'est pas celui-là qui rejette dans l'eau, et on parle d'un fluoropolymère, mais c'est parce qu'ils produisent un PVDF qu'ils utilisent encore aujourd'hui le fluorosurfactant qui rejette dans l'eau. Donc voilà, c'est compliqué, mais quand on dit que Arkema et Daikin d'ailleurs aussi produit un PFAS qui s'appelle le Dynehl, on parle bien d'entreprises qui produisent des PFAS et qui, pour les produire, utilisent des fluorosurfactants qui sont le PFOA, le PFNA, etc. Et je rajouterais que c'est vrai que sur la production d'Arkema, sur le PVDF, ils commercialisent des filtres à eau, des filtres pour dépolluer les eaux. Alors, j'ai une petite question. Alors, peut-être, Louis, ça va te concerner. J'ai des gens qui posent des questions sur les comptes PFAS dans l'eau du robinet, ici, dans les légumes. J'ai pas mal de questions sur l'alimentation et tout ça. Est-ce que tu peux, alors pas forcément apporter une réponse, mais quelques éléments complémentaires ou pas sur le sujet? Oui, alors ça dépend combien de temps j'ai. 30 secondes. C'est pas vrai. Alors, sur l'eau, donc, nous, on a mené aussi, dans le cadre du collectif, des analyses indépendantes pour confirmer, en tout cas vérifier ce qui avait été produit par les autorités. On trouve des chiffres un petit peu supérieurs à ce que eux annoncent, c'est-à-dire que quand on faisait la somme des 20 PFAS dans l'eau du robinet de Saint-Symphorien-d'Ozon et de Communet, donc qui prennent l'eau directement dans le champ captant de Ternay, on était autour de 170. Alors, on ne s'est pas borné à la vingtaine de PFAS, vous savez, dans la réglementation, c'est 20 PFAS qui sont concernés par cette réglementation. On est allé un peu au-delà parce que le laboratoire avec qui on travaille est en mesure d'en analyser 75. Donc, on en a mesuré 75. Alors, il y a une bonne nouvelle, globalement, c'est qu'on n'en trouve pas beaucoup d'autres. On en trouve à la marge quelques PPT, enfin quelques nanogrammes par litre, voire picogrammes par litre de quelques autres PFAS. Par contre, il y en a un qu'on retrouve, qui n'est pas dans la liste des 20, mais qui est un PFAS aussi, qu'on retrouve de façon un peu plus substantielle et qui fait monter en gros le taux à 200 nanogrammes par litre. C'est-à-dire qu'il passe de 170 à 200 nanogrammes parce qu'il y a un PFAS qu'on a analysé qui n'est pas dans la réglementation. Donc, globalement, on est à peu près à 1,5, 2 fois la norme. Ça dépend un petit peu des analyses. Après, pour la situation des légumes, globalement, pour le moment, et je ne dis pas ça parce que je suis maraîcher, mais j'ai été très inquiet au début quand l'affaire est sortie, parce qu'évidemment, j'ai mis mes légumes avec l'eau du Rhône et de la nappe. Pour le moment, les prélèvements qui ont été faits n'ont pas montré de contamination excessive des légumes, en tout cas chez les maraîchers. Je ne parle pas des jardins autour de Pierre-Bénite, je parle vraiment de tout le secteur du ouest lyonnais qui, elle, est quand même moins concernée parce que le point de captage est à Milleléry et les rejets d'Arkema se font dans ce qu'on appelle le canal usinier, donc qui est la rive gauche du Rhône, c'est dans le sens descendant. Par contre, l'Est lyonnais est alimenté effectivement par cette rive gauche du Rhône. Au niveau de Ternay, en fait, on prélève l'eau d'irrigation quasiment au même niveau que l'eau potable. On la prend en partie dans le Rhône, en partie dans la nappe. Et en fait, pour le moment, les résultats sont quand même plutôt rassurants. Quand on regarde les études, on trouve des traces dans certains légumes, principalement les légumes feuilles, comme les épinards de mâche, dans certains, comment dire, certaines zones, mais il faut quand même regarder les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, si vous mangez 100 g de mâche et un œuf de Pierre-Bénite, si on prend une valeur médiane, on va dire, de ce qu'on a trouvé en concentration à Pierre-Bénite,
la quantité de PFAS que vous ingérez par les légumes, elle est de 1%, là où celle que vous... Enfin, si vous mangez 100 grammes de mâche, et si vous mangez un œuf de Pierre Bénite, 100 grammes de mâche d'un producteur pour lequel on a trouvé des traces, et un œuf de Pierre Bénite, 99% de la contamination c'est l'œuf, et 1% c'est les 100 grammes de mâche. Vous voyez qu'il y a quand même des ordres de grandeur, et puis il y a quand même quelques études qui ont été faites au niveau européen, qui ont montré que pour les légumes des producteurs, en tout cas qui ont été analysés, on ne retrouve pas plus de PFAS chez les producteurs du secteur lyonnais que ce qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, et donc forcément ce que vous allez acheter dans un supermarché, puisqu'aujourd'hui beaucoup sont importés, dans les études qui ont été faites maintenant et qui datent de dizaines d'années. Merci. Bon, merci Louis. Il nous reste 10 minutes pour qu'on finisse à peu près dans des temps, puis qu'après on puisse aller peut-être se rafraîchir ou se restaurer. Alors, une rafale de questions un peu techniques. Hein. La société Valgo prépare une solution innovante pour extraire les polluants perfluorés de l'eau. Mon brevet a été validé. Pourrons-nous bénéficier de cette solution? Première question. J'ai installé un filtre à osmose sur mon eau efficace. Pourquoi ne pas imposer un traitement au charbon actif? La production des perfluorés est-elle nécessaire? Ça, c'est plutôt sur l'action d'Arkema. Et on vous pose quand même une question sur la qualité des eaux en bouteille. Est-ce qu'elles sont analysées? Est-ce qu'elles sont contaminées? Voilà. 4 questions. Qui a des réponses là-dessus? Et on terminera avec l'action publique. Juste sur l'eau en bouteille, il y a une étude qui avait été faite par l'ANSES il y a maintenant une petite dizaine d'années. Vous avez analysé de mémoire 160 échantillons d'eau en bouteille. Ils en avaient trouvé dans 5 ou 6 échantillons à des concentrations relativement faibles, mais globalement, dans les bouteilles, les concentrations qu'on en trouve, elles sont plus faibles. On n'a pas entendu ce que vous avez dit à la fin. Faible. Faible. Donc il vaut mieux voir. Anne. Non, on ne peut pas dire ça. Anne. Il y a 5% des eaux qui sont concernées. Sur l'eau potable, moi je voulais quand même donner des chiffres pour Givors, Grigny et Solèze, et les communes autour là, qui sont concernées. On est sur un... Arkema a diminué, alors on est en train de faire vraiment des études approfondies. Ils vont arrêter les rejets pendant 6 semaines. Donc on va multiplier les analyses avec les syndicats d'eau potable. On va faire des analyses tous les hebdomadaires et on va les poursuivre pendant 6 semaines après pour voir s'il y a une corrélation et à quelle vitesse. Enfin, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a de l'hydraulique dedans. Il faut arriver aussi à mesurer la vitesse de transit du polluant. Enfin, c'est assez complexe et on va se saisir de cette opportunité pour voir quel effet ça a, effectivement, l'arrêt des rejets pendant 6 semaines. Parce qu'on soupçonne évidemment qu'il y a des pollutions historiques, que la nappe elle stocke, la nappe alluviale du Rhône elle stocke aussi les polluants et qu'elle déstocke, mais on ne sait pas à quelle vitesse encore, donc il y a encore énormément de recherches à mener dans ce domaine-là. Sur le secteur actuellement, on est sur un plateau. Ça oscille entre 120 et 150 nanogrammes, alors qu'on devrait être à 100. Juste une petite précision sur l'eau potable et l'eau en bouteille. 80% des eaux en bouteille ne seraient pas distribuées au robinet parce qu'elles ne correspondent pas au départ. C'est une ordre d'idée. L'eau départ, elle ne pourrait pas être distribuée au robinet. Pourtant, vous pouvez l'avoir. Si je peux juste rajouter quelque chose là-dessus, parce que il se trouve que j'ai un vice-président qui était néphrologue, scientifique, et c'est lui qui contrôle tout ça, et nous a fait la démonstration que l'eau en bouteille était beaucoup plus dangereuse. Alors on ne parle pas des PFAS, on parle d'autres molécules qui sont beaucoup plus dangereuses, surtout si elles traînent un peu sur la table, alors que votre eau, qui est... Vous savez que quand je disais que nous on pompe l'eau et on la met en distribution, on y rajoute du chlore parce que c'est obligatoire. Et d'ailleurs, la dose de chlore a été augmentée avec le plan Vigipirate. Donc on en met un peu plus, et ça correspond à peu près à une goutte de chlore par mètre cube, pour 1000 litres. Donc on en met très peu, et c'est ce qui fait aussi que, en pompant de l'eau à Béni, on peut la distribuer à Néronde dans la Loire, vers Balmini, là. Il faut 3 jours pour qu'elle arrive. Donc s'il n'y avait pas ça, voilà. Et l'eau en bouteille, dès que vous l'ouvrez, la bouteille, c'est un nid à microbes. Je vous conseille une petite visite du port de Loire-sur-Rhône et le stockage des bouteilles à Place Soleil cet été, c'était sympa. Alors on termine par quelques questions relatives à l'action publique.
une dame de Communet nous dit à quand l'eau dans le domaine public. Donc peut-être que la vice-présidente de la métropole dira que c'est déjà dans le domaine public pour ce qui la concerne, mais Communet n'est pas dans la métropole de Lyon. On nous dit aussi qu'un rapport sur les PFAS date déjà depuis plus de 15 ans. Quelles actions ont été faites par le gouvernement? On s'interroge aussi pour dire, est-ce que le combat juridique, et on parlera en plus de l'action que vous pourriez mener, en appui des élus ou parallèlement aux élus, le combat juridique suffira-t-il pour établir un rapport de force et obtenir une victoire? Et puis enfin, question d'un député au premier rang, pas celui de cette circonscription mais la voisine, un député, je ne me rappelle plus qui, demande cette personne, a proposé de reculer le délai sur le rejet des PFAS. Ça nous fait un peu penser au glyphosate et l'Europe, là. Ça date de pas vieux. Quelle est la réaction et les positions des autres députés du Rhône? Cyril Isaac-Sibyl, vous avez la parole. Allez. Bonjour et merci de me donner la parole. D'abord, bravo pour l'initiation de cette soirée, c'est toujours intéressant. Et l'ensemble de nos concitoyens sont au courant. Donc je me présente, Cyril Isaac-Sibyl, je suis effectivement député de la 12e circonscription, pas de Givors malheureusement. Elle commence effectivement à Tassin, elle finit effectivement à Vernaison, et au milieu il y a Pierre-Bénite, dont je suis le député de Pierre-Bénite. En même temps je suis médecin, et ce qui fait que, pour reprendre l'historique, l'équipe de Verderage était venue me voir en amont d'enquête, il y a 2 ans, exactement, en disant qu'ils avaient fait une enquête sur les PFAS à Pierre-Bénite. Ils ont rendu, comme vous l'avez dit, leur résultat au mois de mai 2022, et aussitôt, effectivement, j'ai interpellé le gouvernement, j'ai questionné, j'étais un petit peu agaçant, ce qui fait que, par rapport à ça, il y a eu plusieurs choses. Premièrement, le gouvernement a rendu un plan PFAS en 4 axes. Tout ça est sur les sites internet, vous pouvez le voir. Et en même temps, comme j'insiste encore un peu plus, la Première ministre m'a confié une mission gouvernementale pour lui permettre pour lui apporter un éclairage sur les PFAS. Cette mission, je ne vais pas être trop long, il y a 2 choses. Faites-moi l'état des lieux de la pollution PFAS en France, premièrement. Et puis deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la question c'est, est-ce qu'on peut aller dans l'interdiction? Est-ce qu'il faut soutenir les 5 pays européens qui sont en avance sur nous et qui souhaitent l'interdiction par l'agence? Oui. Pas forcément par REACH, mais en tout cas par une modification du règlement de l'ECHA, qui est l'agence chimique européenne. Et puis, troisième chose, si on va par l'interdiction, par rapport aux usages, je vous la fais simple, qu'est-ce qui est superflu, quelle est l'utilisation superflue du PFAS? On peut se poser la question d'avoir des PFAS sur ses vêtements pour qu'ils dégagent, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a des usages qui sont un petit peu plus importants? On n'a pas parlé des produits de santé, mais il y a des PFAS au niveau des produits de santé. Et puis après, par rapport à des utilisations stratégiques, et notamment dans la transition énergétique et écologique, il faut savoir que les PFAS sont utilisés dans les batteries, les PFAS sont pour stocker l'énergie, les PFAS sont utilisés dans les électrolyseurs pour passer l'hydrogène, et les PFAS sont utilisés dans les éoliennes. Donc voilà la mission. Et j'ai effectivement jusqu'au mois de décembre pour lui rendre cette mission. Pour le moment, je travaille dans 4 directions, bien évidemment sanitaire, et l'agence, alors comme vous dites, c'est l'ARS qui vous dit si vous êtes potable ou pas, mais l'ARS se réfère à l'ANSES, donc qui est une agence nationale. Ça, c'est ce que je vais faire au niveau sanitaire. Au niveau environnemental, donc je travaille au niveau environnemental avec l'ensemble des services, et je suis assisté effectivement par des équipes du ministère. Dans 3 directions, effectivement, là aussi pareil, on a parlé beaucoup d'eau. On n'a pas parlé d'air, parce que dans l'air, on en sent encore moins. Et donc c'est aussi une interdiction, parce qu'on sait que la contamination soit par l'air. Ça, c'est au niveau environnemental. Aussi au niveau environnemental, il faut savoir effectivement que les PFAS, effectivement, ils finissent dans l'homme, mais avant de finir chez l'homme, effectivement, ils vont effectivement dans les
stations d'épuration, dans les boues d'épandage, enfin, dans beaucoup de choses. Donc, quelque part, il faut faire point là-dessus, et ça dans le côté environnemental. Il faut que j'interroge au niveau agricole, de l'agriculture, non seulement par rapport aux aliments, mais par rapport à l'utilisation de certains pesticides, qui est aussi des PFAS. Et puis après, dernièrement, au niveau de l'industrie, pour aller voir effectivement l'utilisation, où est-ce que les PFAS sont utilisés. Comme il était dit, en France, il y a 5 sites majeurs qui produisent ou utilisent des PFAS. C'est vrai qu'on a la malchance, ou la chance, qu'on ait un des spots avec Camille. Il y en a 5 en France. Après, effectivement, il y a des ICPE, c'est tout les industries, qui peuvent utiliser des PFAS. Actuellement, le gouvernement a lancé une enquête vis-à-vis des 5000 ICPE. Certains disent que c'est pas suffisant, ça dépend des filières, c'est pas suffisant ou pas, mais voilà ce qu'on en est. Et puis après, la question aussi, c'est quid des pollutions historiques. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations, notamment vis-à-vis des choses qu'on n'a pas assez fait. On parle beaucoup des eaux superficielles, on ne parle pas forcément des eaux profondes. Non seulement la pratique, mais la pâte intermédiaire, comme elle dit, effectivement, les agriculteurs ont peu de problèmes. Même la production d'œufs par des paysans pose peu de problèmes, parce que généralement, ils n'utilisent pas d'eau. Ils utilisent une eau qui est contrôlée, alors qu'effectivement, les particuliers peuvent utiliser des eaux dans les puits. Donc moi, c'est une interrogation. Enfin, voilà ce qu'il en est. J'ai rendu ce rapport dans le cadre. Je vais travailler à 3 niveaux. Au niveau européen, parce que comme effectivement, il y a beaucoup de normes qui nous viennent de l'Europe, et savoir effectivement s'il faut soutenir, s'il faut accompagner la démarche des 5 pays qui veulent interdire les PFAS. Quand on dit interdire les PFAS, pour le moment, il y en a 4 qui sont interdits. Le principe, comme l'industrie chimique est assez créative, le principe, ils en font toujours un nouveau, et c'est pour ça qu'on arrive à plus de 10 minutes. Donc le but, c'est de dire, on va interdire l'ensemble de la famille des PFAS. Donc est-ce qu'effectivement, comment est-ce qu'on fait pour soutenir l'initiative des 5 pays européens qui veulent l'interdiction de tous les PFAS, sauf éventuellement certains usages qui seraient stratégiques et qui seraient contrôlés. Donc voilà donc, ce que je vais faire au niveau européen. Au niveau national, donc c'est interroger l'ensemble des différentes directions ministérielles ou agences ou industrielles ou utilisateurs. Et puis après, et c'est là où je veux en venir, c'est effectivement, je vais aussi créer un groupe de travail Rhône, dans le sens où, dans le Rhône, on a la particularité d'être plutôt en avance, grâce à la révélation des journalistes de Vergarage, où effectivement, depuis 16 mois, on travaille dessus, chose qui n'est pas faite dans l'ensemble de la France. Donc je pense qu'il y a eu un comité des eaux qui a été mis en place par la préfecture, il y a eu des dosages. Effectivement, maintenant, on a beaucoup de données, on a peut-être trop de données, parce qu'on ne sait pas vraiment comment les interpréter. Je vais faire un groupe de travail local, réunissant l'ensemble des institutions, l'ADREAL, l'Agence de l'eau, l'ARS, les élus, donc j'ai effectivement les élus sont représentés, que l'administration aussi bien métropole que l'association des maires du Rhône, que les agriculteurs et les collectifs de citoyens. Le but de ce groupe de travail, c'est de faire des propositions, d'abord dans un état d'esprit constructif, faire un état des lieux de ce qui a été fait depuis un an. En étant un peu critique, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, Donc effectivement, ça sera un des rôles de ce groupe de travail qui sera en charge de faire des recommandations qui apparaîtront dans le rapport. L'important, ce qui a été dit, c'est qu'au niveau du Rhône, de la préfecture, on est transparent. Excusez-moi, dans le groupe de travail, parce que c'est important aussi, il y a aussi France Chimie qui représente effectivement les industriels chimiques. Effectivement, il faut que tout le monde se parle et que tout le monde échange d'informations. C'est pas du tout, ce groupe de travail, c'est pas un groupe polémique, c'est pas un groupe politique, c'est vraiment faire le point avec l'ensemble des acteurs. Et c'est en fonction de ce qu'on a, l'expérience qu'on a depuis plus d'1 an sur le Rhône, que je pourrais faire des préconisations et des recommandations à la Première ministre et au 4 ministres concernés. Je vous remercie. Merci beaucoup.
et moi je suis complètement d'accord que l'eau est un bien public. Le Grand Lyon a fait le choix de reprendre ça en main, c'est-à-dire que dans toutes les billes, et c'est eux qui contrôlent, définissent tout. Mon syndicat, ça s'est fait cette année, c'est pour 12 ans, a choisi de renouveler un fermier, en l'occurrence Suez. Il y avait 3 concurrents, on les connaît, Sourde, Veolia et Suez. À la fin du on a choisi Suez, après de très très longues négociations. Le contrat, il fait 150 pages. Il fait 150 pages, on a essayé d'être le plus complet possible, c'est-à-dire, on est même allé, pour vous dire, quand vous appelez Suez, parce que s'il y a un problème, vous appelez Suez chez nous, eh bien, il doit répondre en moins de 4 minutes. Après, le problème, et c'est là où ça n'allait pas, avant, c'est qu'il faut contrôler tout ça. Et nous, on les contrôle, je peux vous garantir qu'on les contrôle, mais toutes les semaines, pour pas dire tous les jours. Donc c'est ce qui est important. L'eau, c'est vrai que c'est un bien public, mais il faut que les élus restent maîtres du jeu. Et vous donner un exemple, pourquoi on n'a pas fait comme le Grand Lyon, parce qu'on s'est posé la question, dire tiens, on va reprendre tout ça. Et ben, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. En 2019, au mois d'octobre, il est tombé 20 cm de neige sur les monts du Lyonnais. Comme il y avait encore des feuilles sur les arbres, toutes les lignes électriques étaient par terre. Montretier, chez moi, 2 jours sans électricité. Il y a une station de pompage, elle tient à peine 24 heures. Et pourtant, les gens n'ont jamais manqué d'eau. Pourquoi? Parce que Suez a la capacité d'aller chercher des énormes groupes électrogènes qu'ils ont en possession sur toute la France et de rebrancher toutes les stations de pompage. On oublie très souvent que l'eau fonctionne grâce à l'électricité. S'il y a de l'eau partout, c'est grâce à l'électricité. Et j'en sais quelque chose, puisque nous, on paye 8 500 € d'électricité par jour. 8 500 € d'électricité par jour, pour monter les différentes chaînes, pour la monter à 928 mètres. Donc voilà pourquoi je dis, c'est un bien public, et ça peut rester un bien public, même si on confie ça à un fermier, à condition de le contrôler. Merci pour cette précision. J'ai une dernière prise de parole qui m'est demandée par la Fédération de pêche du Rhône. On a entendu parler de poissons qui sont pollués au PFAS, et on va leur laisser une petite. Merci. Oui, du coup, je travaille pour la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. La deuxième partie est tout aussi importante. Vu qu'on était clairement identifié sur la petite présentation, je me suis dit que ça valait le coup de prendre la parole pour vous expliquer notre position sur le sujet. La première chose, je vais faire par ordre un peu chronologique. Quand il y a eu le scandale qui est sorti en mai 2022, notre premier réflexe a été de conseiller aux pêcheurs potentiellement concernés de ne pas consommer les poissons. Donc ça, avant toute mesure réglementaire. La préfecture a été dans ce sens-là avec une préconisation de non-consommation en aval de Pierre-Bénite et sur le bassin du Garonne. C'est la première chose. Ensuite, en tant qu'acteur institutionnel, on a été associé pour la partie diagnostic et notamment l'impact sur les peuplements piscicoles. Donc c'est nous qui avons défini avec l'ADREAL le plan d'analyse sur les poissons. On a fait faire les prélèvements et les analyses en se basant sur les données historiques, sur les risques de bioaccumulation selon les espèces, etc. Donc on a pris part un peu au process de connaissance pour la partie milieu aquatique. La suite maintenant pour nous, la première chose c'est que nous on souhaite se battre aussi et intégrer une procédure judiciaire. Donc la fédération de pêche pour laquelle je travaille ainsi que des associations de pêche locales qu'on fédère et qui sont concernées souhaitent s'intégrer à la procédure judiciaire globale et probablement avec les collectivités, donc c'est en discussion. Et puis le dernier point que je voulais aborder, peut-être pour élargir la réflexion comme ça, c'est qu'on se rend compte que ces questions de pollution et de la prise en compte des pollutions en France, c'est des problématiques qui reviennent régulièrement. On avait connu les PCB il y a 20 ans, où on avait réagi avec 20 ans de retard sur d'autres pays, et on se rend compte que c'est la même chose aujourd'hui avec les perfluorés, où on a des scandales sanitaires qui sont passés il y a plusieurs dizaines d'années ailleurs, et qu'on a du mal à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe chez les voisins, ou même à l'autre bout du monde, il faut peut-être qu'on se pose la question pour nous. Et donc nous, c'est aussi une problématique sur laquelle on essaie de sensibiliser, c'est que hier c'était les PCB, aujourd'hui c'est les perfluorés. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de réagir avant de connaître la prochaine molécule. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci.